Allora, se desidero pronti e cominciare questa conferenza, prima di tutto, allora, saluto di sicuro i rappresentanti di Ameria di Ostia che ci hanno prestato questa bella sala. Ho già deputato di noi che è qui a ringraziare i consiglieri all'Assemblea di Corsica e poi tutti gli enti che sono qui, i rappresentanti di noi dell'università. Voleria prima di tutto pregarvi pace e salute per quest'anno nuovo, donc très bonne année à tous. La conférence de ce soir dédiée à la question du changement climatique et à ses conséquences surtout sur notre territoire s'inscrit dans un cycle de conférences qui a débuté au mois de juillet dernier. La précédente thématique était celle de la démographie. Nous avions bien fait à l'époque de travailler sur le sujet, d'ailleurs, puisqu'il ressort actuellement, vous le savez, à la suite de la dernière publication de l'INSEE. Monsieur le maire, pardon, je vous avais perdu de vue. Monsieur Rome, ici aussi, bonjour. Donc, une conférence qui était dédiée à la démographie au mois de juillet possible, qui est téléchargeable d'ailleurs sur le site de l'Assemblée de Corse. Cette deuxième conférence va être consacrée donc au changement climatique et à ses conséquences sur notre territoire. L'ensemble de ces travaux s'inscrivent plus largement dans une démarche de prospective que nous avons initiée à l'Assemblée de Corse, qui vise à comprendre quels peuvent être les scénarios de développement de notre territoire à l'horizon 2050. 2050, c'est dans une génération. Donc, c'est l'état de la Corse pour nos enfants. Ceux qui naissent cette année, en 2024, eh bien, auront 49 ans. Donc, l'idée, c'est véritablement de travailler sur les grandes tendances de transformation du monde actuel, que ce soit des tendances démographiques, des tendances climatiques, géopolitiques également, économiques, et qui doivent nous permettre ensuite, en les croisant, de comprendre quel peut être, à l'échéance 2050, l'état des lieux de l'environnement global de la Corse et surtout les incidences de ces forces majeures, de ces chocs aussi de nature exogène sur notre territoire et sur notre société. Donc c'est un exercice auquel nous nous prêtons dans le cadre de ce qu'on a appelé un laboratoire de prospective. Ce laboratoire de prospective, il est composé de 3 collèges. Un collège des élus, les élus de l'Assemblée de Corse, et je salue les conseillers territoriaux qui sont présents. Le conseil exécutif également est présent. En fonction des thématiques, c'est un conseiller exécutif qui siège dans le collège. Le président de l'exécutif, bien évidemment, y est. Mais aussi des personnalités qualifiées extérieures. 2, d'ailleurs, devraient arriver dans les minutes qui viennent. Parmi les personnalités qualifiées, nous avons Charles-Henri Philippe, donc, qui est à la Banque Lazare. Marco Muselli, donc scientifique de l'Université de Corse, Sébastien Simoni, qui est à Femugui, mais également patron de Campusplex, que vous connaissez pour les questions technologiques, Christian Manté, qui est un spécialiste du tourisme, président d'honneur d'Atout France, et puis j'en oublie un, oui, Didier Lès, qui est également qui est président de l'Office national des migrations et de l'intégration. Ces personnalités qualifiées nous ont aidés à formuler la méthodologie et les thématiques globales qui pouvaient nous intéresser. On a co-construit ensemble un schéma général du cadre prospectif et les conférences visent à proposer un certain nombre de points de vue sur ces méga-tendances à partir de l'audition et de la présentation réalisée par des spécialistes du sujet. Alors, aujourd'hui,
nous sommes sur la question climatique, ô combien importante bien sûr, avec 5 personnalités que je remercie bien évidemment d'avoir accepté de se prêter à ce jeu de l'échange. C'est pas toujours facile pour les scientifiques de vulgariser et d'exprimer auprès d'un panel très diversifié, d'ailleurs de la société civile, mais je sais que nous avons des personnes ici habituées quand même à ce genre d'exercice, et elles vont vous être présentées par François Casabianca, qu'on ne présente pas, donc bien sûr qui est membre du Conseil économique et social et culturel et environnemental de Corse, mais qui est aussi bien évidemment un chercheur reconnu dans le domaine de l'agriculture et qui nous a aidé aussi à identifier certaines des personnalités ici présentes, que je remercie encore bien évidemment à nouveau. Donc François, je te passe la parole tout de suite. Merci Madame la Présidente. Alors donc ce débat sur adaptation au changement climatique, vous l'avez compris, hein, c'est de regarder les risques et les opportunités. Hein, toujours on essaye de se dire qu'est-ce que ça change, mais aussi qu'est-ce que ça rend possible. Voilà. Et alors donc on va procéder en plusieurs temps. D'abord on va partir des impacts globaux, hein, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est en train de changer, en sachant bien que, bien sûr, tous les travaux qui sont menés à l'heure actuelle ne font que dessiner plusieurs scénarios possibles. Hein. On n'a pas de certitude sur ce qui se passe. Et donc, ces impacts globaux vont être présentés par Sophie Zopa, du GIEC, hein, l'Université Paris-Saclay, qui a été responsable d'ailleurs de la rédaction d'un chapitre de la dernière livraison, hein, du GIEC, la dernière livraison récente, et qui va donc nous permettre de mieux comprendre quels sont ces changements globaux. Et puis ensuite, dans un second temps, on va projeter tout ça sur la Corse, à travers la présentation de Patrick Rébillou, qu'on ne présente plus non plus, hein, puisque Patrick Rébillou donc, est le responsable de Météo France et du Centre météorologique de la Corse, hein, depuis plusieurs années, hein, qui est bien connu chez nous, et qui va nous expliciter, nous rendre visibles quels sont, à partir des impacts globaux présentés par Sophie, ce qui peut se dégager de la situation de la Corse. Voilà, hein, et avec là aussi hein, toujours ces incertitudes finalement, hein, puisque je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant, et donc ces nécessités d'adaptation, hein, puisque vis-à-vis du dérèglement climatique, il y a les deux grandes questions, hein, la question de l'atténuation de ces changements, de ces modifications, et puis il y a la question de l'adaptation, c'est-à-dire comment on va continuer à vivre et comment on va poursuivre nos activités, probablement différemment, étant donné précisément que le climat se dérègle et que nous devons réagir différemment. Puis dans un second temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des villes et des capacités que les métropoles urbaines ont à faire face à ces modifications. Et là, c'est M. Yann Françoise, donc, qui est de la ville de Paris, hein, qui est en charge de ces grandes questions d'adaptation de la ville de Paris au dérèglement climatique. Hein. Vous imaginez qu'à l'échelle d'une métropole comme Paris, il y a à la fois beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi des moyens, il y a aussi des manières de raisonner, de réfléchir, de se projeter. Et donc, Monsieur Françoise va nous expliciter ça et nous le rendre visible. Et peut-être ça peut aussi donner des idées à nos élus municipaux, hein, de dire comment finalement une métropole urbaine peut se saisir de ces questions-là pour le bien de ses citoyens, bien sûr. Hein, voilà. Et puis enfin, dans une dernière partie, on va s'interroger sur des aspects agricoles. Alors là, je tiens tout de suite à vous dire qu'on ne va pas saturer l'espace des variations possibles du changement climatique sur toutes les activités agricoles. Hein. On a fait le choix de cibler sur deux activités d'entre elles, hein, la viticulture et l'agrumiculture, parce que ce sont deux activités majeures en Corse, hein, bien sûr. Ce sont deux activités qui sont très structurées, qui sont exportatrices, qui portent très loin
le nom de la Corse qui la font rayonner à l'extérieur. Et donc nous aurons Jean-Marc Touzard qui va nous présenter donc, des travaux extrêmement importants qu'il a réalisés à la tête d'un groupe de recherche sur finalement une prospective pour la viticulture française. Et donc avec quelques données aussi sur la Corse, hein, si j'ai bien compris, il va y avoir aussi quelques éclairages sur la Corse, mais en réalité, donc, avec la possibilité de décliner finalement ce qui a été trouvé sur la viticulture française. Et puis enfin, nous aurons Laurent Julia, qui est donc ingénieur de recherche à l'INRAE, Centre de Corse, qui lui va nous présenter les réflexions du même type sur l'agrumiculture, qui est l'autre grand volet de l'agriculture corse qui va être extrêmement touché, qui commence déjà à l'être, hein, puisque là on parle de dérèglement climatique comme si c'était du futur, mais on est déjà dedans, hein, bien sûr. Hein. Et donc avec aussi quelles sont les stratégies, quelles sont on va dire les options qui sont retenues pour pouvoir faire face à ces grands enjeux de dérèglement climatique. Donc sans plus tarder, je pense que je vais passer la parole à Sophie, hein, si on est d'accord, Hugo, c'est ça. Voilà, donc je vais demander à Sophie de venir nous présenter l'exposé. Donc la règle du jeu, c'est 20 minutes pour chacun, voilà. Et à la fin, un grand débat. Alors, si vous avez des questions à poser, ben, gardez-les, hein, gardez-les. Dites-vous bien à qui vous voulez les adresser, voilà. Et on les prendra à la fin, hein, de façon à ne pas hacher trop les temps de parole des uns et des autres. Voilà. Donc je signalerai à chaque présentateur quand il en sera à 5 minutes de la fin, hein, de façon à ce que je ne prenne personne au dépourvu. Voilà. Et ça nous permettra logiquement de tenir nos délais et d'avoir quelque chose d'assez fluide. Voilà. Merci Sophie. Merci. Bonjour à toutes et toutes. Merci Madame la Présidente de m'avoir invitée pour cette conférence. Donc effectivement, je vais donner le cadre mondial du changement climatique sur la base des travaux qui sont évalués par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a publié la synthèse de l'ensemble de ces rapports en mars dernier. Donc ce sont ces résultats que je vais vous présenter. Ce sont des résultats qui visent à éclairer les décideurs dans leur action publique. Alors plutôt les décideurs à l'échelle mondiale au départ, puisque c'est un travail qui est fait sous l'égide des Nations Unies. Un point important à retenir malgré tout de ce rapport, c'est l'importance qui est montrée des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les acteurs autres que les États, que sont aussi bien les entreprises, les collectivités privées ou publiques et les territoires qui sont vraiment la bonne échelle pour penser les procédures d'adaptation et d'atténuation. Donc si on regarde ce que dit ce rapport sur la base des observations dont on dispose aujourd'hui sur le réchauffement actuel, donc le premier point, c'est ce réchauffement actuel que vous voyez sur votre droite en noir, qui est extrêmement rapide, en particulier si on le regarde sur la partie à gauche, sur les derniers 2000 ans, on voit la rapidité de ce changement, et c'est bien cette rapidité en fait qui pose de grosses difficultés en termes d'adaptation. Donc le réchauffement actuel, il atteint pour la dernière décennie 1,1 degré de réchauffement, donc c'est la moyenne en surface sur toute la Terre sur 10 ans par rapport à la période pré-industrielle. Cette moyenne, elle cache évidemment des choses très hétérogènes, et en particulier un réchauffement qui est plus fort sur les continents. Donc c'est quelque chose qui est pratique pour discuter notamment d'objectifs internationaux comme l'accord de Paris qui vise à rester à proximité d'1,5 degré de réchauffement, mais ça ne traduit pas ce qui se passe derrière de manière plus près des populations. Et donc ce que montrent ces observations, c'est d'une part une augmentation en fréquence et en intensité des extrêmes climatiques. Alors malheureusement, ça nous est devenu à tous relativement familier, cette augmentation des canicules, des épisodes de sécheresse ou de fortes précipitations, et puis également des cyclones tropicaux de forte intensité. Ça, c'est la partie qu'on peut dire émergée, celle qui nous touche le plus directement, ou en tout cas dont on se souvient le mieux
mieux, mais en pratique, on a des changements dans toutes les composantes du système climatique, des changements profonds, par exemple de la cryosphère, le monde gelé de la planète, avec moins de couverture neigeuse, avec une fonte généralisée des glaciers, des changements importants dans l'océan qui absorbe la majorité de l'excédent de chaleur dans le système. Et donc, sous cet effet, l'océan se dilate et ça et la fonte des glaciers et de la cryosphère amènent à la montée du niveau des mers. Et puis, on a des changements de la biosphère, donc de ce qui est vert et qui est visible depuis l'espace, qui est relativement important, qui est visible donc depuis l'espace à nos latitudes. On a des changements, donc ça ce sont des changements physiques, certains d'entre eux peuvent se combiner, par exemple donner des conditions qui vont être plus propices au feu. On a également des problèmes de mortalité d'écosystèmes. Par exemple, quand on a des vagues de chaleur en Méditerranée, on sait qu'on a des mortalités importantes pour certaines espèces comme les gorgones. Et puis, on peut avoir des choses qui vont se combiner et qui vont mener à plus de submersion en raison de la montée du niveau des mers. Donc là aussi, on a des choses plus complexes à gérer du fait de cette combinaison. Aujourd'hui, ce que montrent les données, c'est qu'on a un changement climatique qui affecte toutes les régions habitées de la planète. Alors vous voyez ici sur votre gauche l'augmentation des canicules. Ça touche quasiment toutes les régions du monde. Ce sont des cartes du monde stylisées. On a des pluies extrêmes qui là, on en enregistre de manière plus hétérogène. Et puis on a des problèmes de sécheresse particulièrement aigus dans toutes les régions de climat méditerranéen et donc en premier lieu autour de la Méditerranée avec ce phénomène d'aridification qui est lié au changement climatique. Donc on est aussi de plus en plus capable, nous scientifiques, de montrer le caractère anthropique de ces changements, c'est-à-dire de montrer quand un événement extrême se produit, quelle est la part d'aggravation qui est liée aux activités humaines. Et donc, par exemple, pour l'année 2023, il y a différents événements extrêmes dans le monde qui ont pu être étudiés et qui montrent vraiment le lien direct entre l'activité humaine et la gravité de ces événements. Cette attribution, comme on appelle ça, c'est quelque chose, par exemple, qui avait aussi pu être fait pour la forte tempête que vous aviez subie en août 2022, pour lequel les chercheurs avaient montré que c'était le réchauffement de la Méditerranée qui avait significativement aggravé la tempête. Donc ça, ce sont pour les changements physiques. Et puis derrière, on observe déjà énormément d'impacts graves et une augmentation des pertes et dommages qui sont liés à ce changement climatique. Alors d'une part, sur la partie disponibilité en eau et en nourriture, alors, on a des endroits du monde qui peuvent temporairement avoir des effets bénéfiques du changement climatique, remarquer certains bénéfices en termes, par exemple, de pénurie d'eau ou d'agriculture, mais on sait qu'à l'échelle mondiale, on a un effet qui est majoritairement négatif sur la productivité alimentaire mondiale. On a, par exemple, en Europe, un triplement des pertes de récoltes liées au changement climatique. On a également des effets sur la santé avec une meilleure dispersion de certaines maladies infectieuses parce qu'on a des espèces, des moustiques, des tiques qui ont des aires de répartition qui sont plus grandes. Évidemment, là, les problèmes de mortalité pendant les canicules. Et puis, on observe aussi beaucoup de plus en plus de pertes d'infrastructures, soit liées aux événements climatiques extrêmes, soit, par exemple, aussi à la fonte des sols gelés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe partout dans le monde, cette augmentation des pertes et les problèmes que ça peut poser derrière, par exemple en termes d'assurabilité des biens collectifs ou particuliers. On a également des changements généralisés sur le vivant. On remarque en fait pour plus de la moitié des espèces qui sont étudiées qu'on a des migrations, soit plus vers les pôles, soit plus en altitude des écosystèmes. Et puis on a des changements dans les saisons aussi de croissance,
dans la saisonnalité de ces écosystèmes qui viennent directement aussi affecter derrière l'agriculture, on le verra tout à l'heure. Donc ces changements adverses, c'est des changements qui vont s'amplifier au fur et à mesure que le réchauffement va s'amplifier. On en discutera dans un instant. Un point important qui est souligné, c'est les risques qui sont de plus en plus complexes à gérer, avec ici 2 exemples. Je vous en détaillerai qu'un, qui est celui par exemple des feux, pour lequel on voit que quand on a une occurrence de feu, alors ici c'est pour les méga-feux qui se sont produits en Australie, mais c'est la même chose même pour des feux plus petits. Évidemment, vous le savez bien, c'est à la fois des problèmes à gérer immédiats de feu, avec aussi des conséquences immédiates de pollution et de santé, mais ça va aussi pouvoir générer des conséquences à plus long terme sur l'agriculture, sur le tourisme, et donc c'est tout un tas de choses qui vont avoir des impacts socio-économiques sur différentes échelles de temps auxquelles il va falloir faire face. Donc un point important que je ne vais pas vous détailler ici, mais vous pourrez retrouver les transparents ensuite sur le site de l'Académie de Corse, de l'Assemblée de Corse, pardon, c'est la distribution très inégale qui existe aujourd'hui dans les émissions de gaz à effet de serre et dans le cumul historique, c'est-à-dire dans la responsabilité historique du réchauffement climatique. C'est un point évidemment extrêmement important après pour les négociations internationales. Cette asymétrie, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en termes de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est en fait ce qui va faire l'impact d'un événement climatique. Par exemple, si on prend le cas de la Libye, dans lequel s'est produit en septembre de très fortes précipitations, l'impact, en fait, derrière, a été décuplé par la très forte vulnérabilité de la population qui était liée à des problèmes de gouvernance, de manque d'entretien des infrastructures. Donc, quand on veut réduire les impacts, quand on veut faire de l'adaptation au changement climatique, on doit s'attaquer à ces vulnérabilités et on doit s'attaquer également à l'exposition des personnes ou des écosystèmes qui vont être touchés par les différentes facettes des aléas climatiques. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'on a actuellement de l'ordre de 3 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables. Donc ça peut être des pays qui manquent de gouvernance ou d'infrastructures de santé, par exemple. Ça peut être des gens qui mènent une agriculture de proximité et qui en dépendent directement pour se nourrir. Ou ça peut également, dans les pays développés, être des poches de population qui ont moins accès aux systèmes sociaux et qui, même dans les pays riches, restent très vulnérables au réchauffement climatique. Donc si on regarde cette fois les futurs qui nous font face, le premier point à comprendre, c'est que dans ce réchauffement climatique dont je viens de vous parler, il y a une possibilité de stabiliser la température. Pour stabiliser la température, il faut arriver à ne plus du tout émettre de CO2 ou plus vraisemblablement en émettre à l'échelle mondiale une petite quantité qu'on serait en capacité de compenser, sachant qu'on ne peut compenser qu'une petite quantité, pas nos émissions actuelles. Et donc ce que l'on voit sur ce graphique, la grande barre, ce sont les émissions historiques cumulées de CO2 depuis le début de l'ère industrielle, et puis les 2 barres que vous voyez en haut sur la droite, c'est la quantité qui reste à émettre avant de dépasser des seuils de 1,5 degré de réchauffement mondial ou 2 degrés de réchauffement mondial. Et ce que l'on voit en dessous, c'est ce qui sera émis si on amène toutes nos infrastructures existantes jusqu'à la fin de la durée de vie pour lesquelles elles ont été prévues, donc aussi bien des infrastructures pour produire de l'énergie que nos véhicules. Et on voit en fait que si on amène toutes ces infrastructures à la fin de leur durée de vie, on aura déjà consommé une grande partie du budget qui permettrait de ce que l'on peut encore émettre avant de dépasser 2 degrés de réchauffement. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans tout choix d'infrastructure, il faut intégrer le fait que cette infrastructure, elle doit, même si forcément elle va, même si potentiellement elle va encore conduire à des émissions, elle doit nous amener vers un monde décarboné. C'est le choix qui est face à nous pour être sur des trajectoires qui soient compatibles avec l'accord de Paris. Donc si on regarde
cette fois différents futurs qui sont possibles. Donc ce que l'on étudie dans le GIEC, c'est une gamme de futurs qu'on pense couvrir l'ensemble des possibles. Et ce que vous voyez donc sur la partie historique, plus on est orange, plus on voit ce réchauffement qui s'est produit. Et sur la partie de droite, on voit les différents futurs possibles selon ces scénarios. Ce que l'on voit en premier lieu, c'est que quel que soit le scénario, on va avoir un renforcement de ce réchauffement climatique pendant encore au moins 20 à 30 ans, qui est en fait le temps nécessaire pour réussir à décarboner. Donc ça veut dire que si vraiment on fait des efforts de décarbonation dès aujourd'hui, on n'arrivera pas à net zéro avant une vingtaine d'années. Et donc, dans tous les cas, on aura un renforcement de ce réchauffement climatique. Mais vous voyez que ce qui nous attend pour la fin du siècle, ce qui attend nos enfants pour la fin du siècle, varie de manière très importante, suivant le fait qu'on ait réussi à être sur une trajectoire de décarbonation, comme c'est le cas dans les trajectoires, dans les graphique du bas, ou au contraire qu'on aura échoué à être sur cette trajectoire. Donc c'est vraiment aujourd'hui que se décide ce qui va permettre d'être sur ces trajectoires basses, mais dans tous les cas, on va avoir malheureusement un renforcement pendant encore au moins une vingtaine d'années de ce réchauffement. Ce que ça signifie derrière, c'est un renforcement des effets. Vous voyez ici les cartes de changement de température et de changement de précipitation, avec ce renforcement qui va s'effectuer au fur et à mesure qu'on va passer différents niveaux de température. Donc 2 degrés, c'est ce que vraisemblablement on va passer à l'échelle mondiale en 2050 selon la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui. 4 degrés, c'est encore quelque chose qui est évitable si mondialement on arrive à faire les efforts qu'il faut pour décarboner. Donc on a ce renforcement du réchauffement et en particulier sur les continents. Et puis on a aussi un renforcement des effets sur les précipitations et notamment de l'aridification autour du bassin méditerranéen, mais on le reverra plus en détail dans la présentation suivante. Donc les risques clés qui sont identifiés pour l'Europe, alors ce que vous voyez ici, c'est des niveaux de risque qui augmentent pour différents niveaux de température. Il y a des risques que l'on subit déjà aujourd'hui avec un réchauffement de 1 degré. C'est le cas par exemple des problèmes de pénurie d'eau dans le sud de l'Europe. On a déjà des patrimoines qui sont exposés parce qu'on a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de patrimoine qui se trouvent sur les côtes ou à proximité de fleuves. Donc ça, c'est un risque important en Europe. Et puis, on a les problèmes d'extrême chaud et les difficultés aussi à venir sur l'agriculture, en particulier après 2 degrés où on aura des risques plus élevés sur l'agriculture. Donc ces risques de plus en plus complexes à gérer dont je vous parlais, ils existent aussi avec ce climat qui se réchauffe. On le voit ici, mais je ne vous le détaille pas, sur l'agriculture et sur à la fois les pertes de rendement, les pertes de revenus et la perte de qualité nutritionnelle pour les grains. Donc c'est parfait. Donc je vous ai dit qu'on pouvait stabiliser la température, c'est un point évidemment extrêmement important. Il y a néanmoins certains changements qu'on ne peut pas stabiliser, ce sont des choses qui vont s'aggraver pour des millénaires, même si à un moment donné on arrive à stabiliser la température. C'est le cas par exemple de la montée du niveau des mers. Néanmoins, celle-ci se fera à des vitesses plus ou moins rapides suivant la trajectoire sur laquelle on sera en termes de réchauffement. Là aussi, avec des effets multiples à gérer, les effets de submersion évidemment, mais aussi des problèmes par exemple de salinisation des eaux souterraines. Et un point important à retenir du rapport du GIEC, c'est la nécessité d'une planification à long terme de l'adaptation. C'est ce qui est illustré sur le graphique qui est difficile à lire dans la salle qui est en bas, mais qui montre en fait que la durée de vie des différentes options d'adaptation peut être très variable, tout comme le temps de déploiement de ces solutions. Donc, par exemple, pour la montée du niveau des mers, on peut avoir des solutions qui peuvent être déployées relativement rapidement, par exemple de renaturation du littoral, mais qui vont protéger que pour quelques années
en fait les populations littorales. On a évidemment d'autres solutions comme la relocalisation qui est plus pérenne, mais qui est beaucoup plus longue à mettre en place et qui doit s'anticiper très en amont et qui évidemment ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc pourquoi et comment accélérer l'action ? Donc il y a déjà de l'action en particulier sur l'atténuation. Il y a des opportunités qui s'offrent à nous, par exemple grâce aux énergies renouvelables dont le coût a énormément baissé. Néanmoins, on sait qu'on doit redoubler aujourd'hui d'efforts puisqu'on est sur une trajectoire mondiale d'émissions qui est celle que vous voyez en rouge en haut, qui nous amène en fin de siècle à 3 degrés. On est plutôt sur une stagnation, alors que pour être sur la ligne de l'accord de Paris, il faudrait qu'on soit sur une des courbes vertes ou bleues que vous voyez, donc sur une diminution très forte des émissions. Et donc, quand même, un point positif, c'est que la littérature scientifique montre qu'il y a aujourd'hui de nombreuses solutions qui sont disponibles pour l'atténuation et pour l'adaptation, pour lesquelles on a des retours d'expérience qui montrent leur faisabilité. Alors, ça peut aussi montrer les limites de certaines options d'adaptation ou d'atténuation, mais on a des solutions qui existent sur la table. La difficulté, c'est de les déployer, mais c'est pas pour cette décennie de trouver les solutions. Il y a d'autres solutions qui restent à trouver, mais il y a des solutions qui existent. Alors évidemment, en atténuation, il y a une part importante qui est sur la production d'énergie, mais il y a également une part importante qui est sur l'usage des terres, notamment pour stocker le carbone. Et ce que montre le rapport de synthèse, c'est la convergence de certaines options d'adaptation avec des objectifs d'atténuation. C'est ce qui est montré sur la gauche que vous pourrez retrouver soit dans le rapport de synthèse, soit en récupérant les transparents. Par exemple, l'agroforesterie ou l'adaptation fondée sur les forêts, ce sont des solutions d'adaptation qui sont gagnant-gagnant, qui sont à la fois bonnes pour l'adaptation et pour l'atténuation. Évidemment, on a d'autres solutions sur les villes, les infrastructures dont on discutera tout à l'heure ou sur la société. Un point important à avoir en tête sur l'atténuation, c'est la nécessaire maîtrise de la demande. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la demande en 2050 avec une grosse barre bleue qui est l'augmentation de la demande en électricité liée au fait qu'on doit électrifier de nombreux usages et notamment les véhicules électriques. Et du coup, en contrepartie, il est nécessaire d'avoir une maîtrise de la demande qui est possible en jouant sur différents secteurs. Ce sont les différentes barres que vous voyez ensuite en orange et qui doivent permettre de contrebalancer cette augmentation de la demande. Donc ça, c'est pour l'électricité, mais en pratique, on montre aussi qu'on a un levier sur la demande qui est important dans tout un tas de secteurs, mais ces leviers sur la demande, ça demande des politiques publiques ambitieuses et ça demande souvent de croiser des solutions qui jouent sur des facteurs socioculturels, des changements d'infrastructures, donc qui peuvent être plus longs à mettre en place, et des changements de pratiques en bout de chaîne. Donc tout ça, ce n'est pas des petits changements qui sont initiés par les individus, c'est vraiment des politiques publiques qui le permettent, mais qui permettent d'activer ces différents leviers et de réduire significativement la demande en énergie, qui est le seul moyen en fait d'être compatible avec les objectifs que l'on a de réduction des émissions à l'échelle mondiale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de transition profonde dans tous les domaines pour être sur une trajectoire qui soit vivable, donc qui en fait prennent en compte le changement climatique en termes d'adaptation et en termes d'atténuation. On a des leviers qui sont parfois technologiques, qui peuvent être par exemple des leviers fondés sur la nature, même si on sait qu'il y a certaines des solutions qui malheureusement au-delà de 2 degrés vont devenir
potentiellement inopérantes. Et puis on a des enjeux très importants d'équité. Cette transition, elle peut se faire aux dépens d'une partie des populations ou au contraire, elle peut être une opportunité, par exemple pour réduire la précarité énergétique ou pour donner accès à une eau propre dans certains pays qui sont aussi des opportunités importantes d'adaptation et d'atténuation. Donc ce qu'illustre le graphique que vous voyez sur la gauche, c'est la nécessité dans tous les collectifs, à tous les niveaux, de prendre en compte dans les décisions l'adaptation, c'est-à-dire est-ce que notre décision, elle reste fondée et elle a toujours du sens dans un monde qui s'est réchauffé, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de construire une infrastructure qu'on ne pourra pas utiliser parce que de toute façon, dans 20 ans, tout ça sera obsolète à cause du réchauffement climatique. Et est-ce que également ça verrouille des émissions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins de choix possibles parce qu'il y a des choses qui ont été décidées par le passé et qui limitent une partie de nos choix. De la même manière, dans les choix qu'on fait aujourd'hui, on limite potentiellement certaines possibilités pour les gens qui auront à prendre des décisions ensuite. Donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable, si on veut être sur ces trajectoires, d'avoir dans les processus de décision une réflexion sur est-ce que ce que l'on fait, même quand ça semble loin de la planification écologique, est-ce que tout ça garde du sens en termes d'adaptation au monde futur et en termes d'atténuation? Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Même si le GIEC ne fournit pas de Prozac au lecteur du rapport. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a des effets de seuil aussi qui sont importants à prendre en considération. Donc je vais demander à Patrick Rébillou de venir prendre la place de Sophie. Même punition, 20 minutes. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente pour cette invitation. Et à la suite de la présentation précédente, je vais essayer de montrer le cadre du changement climatique sur la Corse, c'est-à-dire le cadre dans lequel devra se faire les adaptations. Et je vous propose d'abord, avant de parler des projections, de faire un constat. En 2023, qu'en est-il du changement climatique sur la Corse? Alors, je change aussi d'échelle, c'est-à-dire que je compare par exemple à la normale 1951-1980. Qu'est-ce que c'est une normale? Ça décrit le climat à travers des moyennes de température, de précipitations, etc. Nous vivons actuellement dans une normale 1991-2020. Et si on compare avec la normale 1951-1980, presque une autre époque, en tout cas j'étais déjà né, donc c'est pas si loin que ça, on a 1,3 degré d'écart entre ces deux climats, entre ces deux normales. Si on veut le rapporter à la référence du GIEC, on serait à peu près sur 1,8 degré de réchauffement sur la Corse, ce qui est le même chiffre pour la Méditerranée à quelque chose près. Sur le graphique du dessous, je compare justement la moyenne de température annuelle par rapport à ce climat 1951-1980. Et on s'aperçoit que depuis 1984, toutes les années, successivement, ont été plus chaudes que cette normale 1951-1980, c'est-à-dire de ce climat passé. Si on se penche maintenant sur les villes, puisque les villes sont un enjeu, il y a beaucoup de populations exposées, notamment aux chaleurs. Donc sur Ajaccio, plus 1,2 degré d'augmentation, sur Bastia, plus 1,1 degré, moins qu'à l'intérieur, parce que sans doute, il y a un effet de l'environnement maritime qui tempère un peu, notamment les minimales, mais aussi les maxis. Mais par contre, si on compare à nouveau les températures moyennes annuelles sur Ajaccio et sur Bastia par rapport à la normale 1951-1980, on a le même diagnostic, c'est-à-dire depuis 1984, successivement, toutes les années sont plus chaudes que la normale. Et si on regarde d'ailleurs la dernière décennie, on voit que c'est beaucoup plus important. Au-delà de la température moyenne, il y a le réchauffement climatique s'exprime aussi par des vagues de chaleur. Donc sur le graphique de gauche, avec en abscisse la durée des vagues de chaleur et en ordonnée leur intensité. Donc on repère tout de suite 2003, qui a duré pratiquement 23 jours, avec une intensité par contre inférieure à
à 2017, en août 2017, qui a été la canicule la plus élevée. Heureusement, elle n'a pas été trop longue. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur 35 épisodes observés depuis 1947, 5 sont avant l'an 2000, tous les autres après. Donc c'est vraiment une signature très très nette du réchauffement climatique sur la Corse. A contrario, si on observe les vagues de froid, eh bien finalement, sur 58 épisodes, seulement 9 sont après l'an 2000. Et ça, c'est très significatif. Je me rappelle, moi, de 2012, qui a duré une quinzaine de jours avec une intensité de moins 2 degrés sous zéro. Et aussi 2005 qui nous avait d'ailleurs posé des problèmes en approvisionnement d'énergie parce qu'elle avait duré relativement longtemps, même si elle n'était pas très intense. On peut l'exprimer autrement, c'est-à-dire qu'on va constater sur les villes notamment des étés plus chauds et des hivers moins froids. Donc d'un autre côté, on devra climatiser, mais peut-être moins chauffer. Par contre, ça montre bien l'enjeu sur les villes, c'est-à-dire sur Ajaccio, vous avez sur le graphique l'augmentation du nombre de jours avec des températures maximales supérieures à 30 degrés. 30 degrés sur Ajaccio, c'est quand même conséquent. Et donc, en 2022, par exemple, on avait approché les 75 jours annuels, c'est-à-dire évidemment sur la période estivale, de température maximale, enfin de jours de température avec 30 degrés au-dessus, de température maximale, supérieure ou égale à 30 degrés. Par contre, si on regarde l'évolution des minimales, eh bien, on s'aperçoit qu'il ne gèle pratiquement plus jamais sur Ajaccio. Évidemment, sur Bastia, c'est le même diagnostic. On a une augmentation très très nette, notamment depuis les années 80, du nombre de jours avec des TX supérieurs ou égales à 30 degrés. Et à contrario, pratiquement, il ne gèle plus. Et c'est l'occasion, alors sans empiéter sur la présentation suivante, sur le fait que ces vagues de chaleur, ces températures élevées, vont intensifier l'îlot de chaleur urbain. Donc l'îlot de chaleur urbain très, très rapidement, c'est la différence de température qu'il y a entre les villes intramuros et l'extérieur où il y a encore de la végétalisation. Alors pour fixer l'enjeu, là on a marqué 3 degrés de différence sur un modèle de ville qui n'existe pas, mais en 2003 sur Paris, il y avait 8 degrés d'écart entre intramuros et la périphérie de la ville. Ce qui implique que sur le repos physiologique, c'est conséquent. Évidemment, le changement climatique, il est aussi visible sur le cycle hydrologique, ou pour le dire autrement, sur les pluies. Donc sur la Corse, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. Nous ne manquons pas d'eau. On est à 934 mm par an, et ça n'a pas évolué, par contre, depuis 1950. Ça correspond à 8 milliards de mètres cubes. Par contre, il y a une variabilité interannuelle importante, et ça, c'est sans doute à gérer. Et pour exemple, en 2022, on n'a recueilli que 6 milliards de mètres cubes sur la Corse. En 2018, on en avait 11 milliards. Et je crois qu'en 2008, on était à 12 milliards de mètres cubes. Dans un climat plus chaud, les précipitations neigeuses, elles vont devenir de plus en plus faibles. Et cette année le montre encore. Et donc la quantité d'eau disponible au 1er mai, depuis les années 90, c'est très irrégulier et souvent très très peu significatif en termes de réserve en eau sur les massifs. Les impacts sur le cycle hydrologique, et ça on l'a déjà constaté notamment ces dernières années, c'est une augmentation des sécheresses agricoles qui vont devenir plus sévères et plus fréquentes. Elles ont toujours existé, mais il y a une fréquence accrue, une sévérité accrue, notamment la surface touchée sur la Corse par les sécheresses agricoles, elles sont de plus en plus importantes ces 10 dernières années. Et on sent bien que, l'aridité estivale qui était plutôt cantonnée aux littoraux, elle commence à remonter en altitude et vers les villages. Et pourquoi il y a des épisodes de sécheresse agricole? Donc, la sécheresse agricole, c'est une disponibilité insuffisante de l'eau pour les végétaux, notamment parce que, certes, c'est lié aussi au déficit de précipitation, mais c'est surtout lié au fait que dans un climat plus chaud, il y a de plus en plus d'évaporation. Et là, on a, par exemple, sur Bastia, l'augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Donc, elle est en période... en croissance pas linéaire, il y a évidemment une variabilité interannuelle, mais c'est très très net depuis les années 90, cette augmentation de l'ETP. Donc on a une demande évaporative en augmentation très très nette. Autre impact sur le cycle hydrologique, ça c'est plus marquant, c'est les événements extrêmes. Donc on va avoir une augmentation de cette fréquence des événements extrêmes. On dit des événements humides sévères. Et sur la Méditerranée, en tout cas sur la Méditerranée Nord, c'est une étude qui a été faite
par Aurélien Ribes en 2019. Ça montre que depuis 1960, il y a effectivement une augmentation des fortes précipitations, ce qu'on appelle des précipitations méditerranéennes intenses, donc avec 150 mm minimum en 24 heures. Donc on a une augmentation de 22%. Et la fréquence des événements très pluvieux, c'est-à-dire avec 200 mm en 24 heures, voire plus, ont été multipliés par 2. Et lors de ces événements, les surfaces ont été multipliées par 4. Donc on a vraiment des choses très conséquentes dans ces précipitations méditerranéennes intenses. Et cette étude-là, elle est de toute façon corroborée par les lois de la physique, qui fait qu'avec 1 degré d'augmentation, on a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, vapeur d'eau disponible justement lors d'événements extrêmes pour se condenser, donner des quantités de précipitation très importantes. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qui va se passer demain, ou en tout cas jusqu'en 2050 ? Donc je choisis de ne présenter qu'un scénario, un scénario ni optimiste ni pessimiste, on va dire un scénario d'émission intermédiaire. Tendanciel, Pardon ? tendanciel. Oui, c'est ça, c'est un scénario d'émission intermédiaire et ça nous amène au réchauffement global à peu près à 2 degrés en 2050, ce qui fera 2,8 degrés sur la Corse. Donc pour faire ça, on fait une descente d'échelle, donc on augmente la résolution des modèles et ensuite on fait même, des corrections statistiques des résultats de ces modèles. On utilise plusieurs, ce qui permet d'avoir une distribution. Ce n'est pas le résultat d'un modèle là, que je vais vous présenter, c'est la médiane de plusieurs modèles et ça permet d'avoir une incertitude objective, ce qui dans la décision est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ça, ça peut se passer plus grave ou éventuellement mieux. Mais l'incertitude ne doit pas nous empêcher de mettre en place des politiques et d'agir. Donc sur la Corse en 2050, plus 2 degrés. Donc si on voulait ramener ça, oui c'est ça. Alors pardon, plus 2 degrés, mais la période de référence ici c'est 1976-2005. Pour faire de la précision, on est obligé d'avoir une période de référence d'observation plus proche. Donc plus 2 degrés à l'horizon 2050 par rapport à 1976-2005. Donc si on voulait le comparer à la référence du GIEC, on serait à 2,8 degrés. Évidemment, une augmentation des vagues de chaleur de 15 à 20 jours. Enfin, évidemment, je ne le souhaite pas, mais c'est pratiquement certain, ça. Ça sera compris entre 15 et 20 jours, je vais trop vite. Et aussi, lors de ces vagues de chaleur, les températures seront de plus en plus élevées. Les extrêmes chauds vont augmenter de plus 3 degrés. Alors, j'illustre toujours ça par un chiffre, c'est-à-dire le record de maxi sur la Corse, c'est à Sartène en 2009. On avait observé 43,6 degrés. Donc vous rajoutez 3 degrés, on serait dans des maxis sur la Corse lors des épisodes de chaleur de l'ordre de 46 degrés, voire plus sur des canicules très intenses, ce qui n'est pas négligeable. Sur les précipitations, on est moins robuste. Donc encore une fois, là je vous présente les valeurs médianes et imaginez qu'il y a des distributions, c'est-à-dire avec des scénarios, enfin des résultats plus optimistes et des résultats plus pessimistes. Donc sur la carte de gauche, vous avez les variations de précipitations annuelles sur la Corse. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très net de signé et surtout, ce n'est pas si robuste que ça. En tout cas, les modèles s'accordent pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc entre plus 10 à moins 30 mm, suivant où vous vous placez sur la Corse, à comparer avec les 934 mm de moyenne annuelle. Par contre, si on regarde la période d'avril à octobre, donc, qui concerne d'ailleurs l'agriculture, là, on a des chiffres plus importants avec des diminutions pendant cette période, donc d'avril à octobre, plus importantes, jusqu'à moins 40 mm. Sur les précipitations extrêmes, donc quelque chose qui est conséquent à gérer, je trouve. On a des épisodes en Corse très, très marquants. La Toussaint 93, on a très, très régulièrement des événements de précipitation intenses sur la Méditerranée, notamment sur la côte orientale. Donc on aurait en pourcentage une augmentation de 10%. Voilà. Donc on devra affronter de plus en plus des événements extrêmes, notamment précipitants. Et je ne parle pas des événements orageux qu'on a découverts, par exemple, en 2022, avec un derecho, on peut donner le nom, quelque chose qui n'avait jamais été observé en Méditerranée, notamment dans la violence des rafales.
A contrario, donc, on va avoir sur la carte de gauche, c'est le nombre de jours où on est en aridité estivale. Donc on décrit ça avec un indice d'humidité des sols. Donc c'est le nombre de jours où, enfin l'augmentation du nombre de jours où la Corse sera en aridité. Donc il faut compter en moyenne plus 20 jours, et notamment sur la région bastiaise. Monsieur le maire, je suis inquiet pour vous, surtout que c'est le scénario qui se passe cette année. On est dans une aridité plus importante sur la région bastiaise. Et puis après, sur la carte de droite, c'est en moyenne la valeur de l'indice d'humidité du sol. Et comme toute la Méditerranée, mais nous on est relativement épargnés il me semble, dans les projections climatiques, on va vers une aridité de la Corse progressive. Et c'est pour ça qu'effectivement il faut mener des politiques d'atténuation très importantes pour que cette tendance vers l'aridité de la Corse soit limitée. Et notamment, voilà, à nouveau, la Corse orientale, enfin la plaine orientale où se déroule d'ailleurs une grande partie de l'agriculture, subit, elle, plus fortement cette diminution d'indice d'humidité du sol et donc cette augmentation de l'aridité. Évidemment, du coup, les épisodes de sécheresse agricole, ils vont être multipliés par 3 en moyenne. Et vous voyez que même l'intérieur va être concerné par ces sécheresses agricoles, alors qu'elles étaient plutôt cantonnées sur le littoral. Et un dernier chiffre, quand il pleut, il y a une grande partie qui s'évapore. Donc c'est ce qu'on appelle les pluies efficaces. Et ensuite, l'eau qui tombe sur le sol, qui ne s'est pas évaporée, elle va s'infiltrer, elle va venir alimenter les nappes. Et là, il y a, encore une fois, c'est une valeur médiane. Il ne s'agit pas ici d'inquiéter, de tout dramatiser. Il y a une distribution autour de cette médiane. Mais il apparaît qu'en tout cas dans les projections climatiques les plus récentes, donc ce qu'on appelle DRIAS 2020, eh bien la plaine orientale, la partie orientale de la Corse, aurait une difficulté à recharger ses nappes. Alors je me suis essayé, comme le sujet était sur l'agriculture, de faire une projection d'indicateurs agroclimatiques, puisque derrière les projections atmosphériques, on peut mettre des modèles d'impact et calculer des indices propres à l'agriculture. Et j'ai choisi cet exemple sur la vigne. J'ai rencontré Pierre Aquavive qui justement presque a anticipé, je dirais, l'adaptation. Il était sur Calenzane et il a projeté d'aller sur Poggiol, un peu en altitude à 800 mètres. Donc on s'aperçoit qu'effectivement le déficit hydrique sur Calenzane, donc déficit hydrique pendant la période de croissance de la vigne, il est déjà de moins 387 mm en valeur médiane et il va augmenter au fur et à mesure qu'on va vers la fin du siècle. Déjà en 2050, on serait à moins 400 mm. Et le déficit hydrique à Poggiol, il est beaucoup moins important. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'horizon 2050, on sera à moins 347 mm, c'est-à-dire inférieur au chiffre actuel sur Calenzane. Et même à échéance lointaine, au-delà de 2050, on resterait dans un bilan hydrique sur la période de croissance de la vigne, si j'ai bien compris, inférieur à celui qu'on observe actuellement sur Calenzane. Il y a d'autres façons donc, de décrire ce qui est nécessaire à la vigne. Mes collègues me corrigeront, je ne suis pas spécialiste en agriculture. C'est l'indice de Wrinkler, donc c'est la somme des différences de température quotidienne avec le seuil de 10 degrés. Donc ça correspond, si j'ai bien compris, à la maturation de la vigne, à la date de vendange. Donc effectivement, sur Calenzane, on a une augmentation très très rapide et avec des valeurs très très importantes donc en 2050-1945. Mais on voit bien que sur Poggiol, par exemple, notamment avec cette augmentation de l'indice, eh bien ça semble cohérent de penser à installer une vigne ici. Et un dernier indice, voilà, c'est l'indice de Glynn, c'est notamment un indice héliométrique. Et donc j'ai compris que ça permettait d'estimer la qualité en sucre du vin. Donc évidemment, ça monte sur Calenzane, mais ça monte aussi sur Poggiol. Et il me semble qu'on trouve des valeurs qui sont correctes pour avoir une production de qualité. Ça a pris 4 minutes. 4 minutes, merci. Mais j'ai presque fini. Par contre, après, un diagnostic sur la plaine orientale, où on fait notamment des clémentines, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est ce qui se passe de mars à octobre. Donc on a un déficit hydrique d'ores et déjà sur la période de croissance d'à peu près moins 315 mm en valeur médiane, et qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va progresser vers la fin du siècle.
Et très intéressant, sans doute, et plus significatif, c'est le nombre de jours sur la plaine orientale, de nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Donc actuellement, on tourne à peu près à 15. Et très rapidement, en 2050, en valeur médiane, on serait vers 25. Et après, presque jusqu'à 40 à la fin du siècle. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé de faire vite. Merci beaucoup, Patrick. Oui, moi j'aurais eu juste un commentaire, mais bon, c'est pas grave, on reprendra. Mais c'est vrai que c'est une question importante de savoir si on peut profiter des gradients altitudinaux dont on dispose en Corse, puisque finalement la Corse c'est un élément montagnard important, et donc probablement il y a là quelque chose. C'est un petit peu ce que Pierre Acquavive essaye de faire, hein, c'est de mobiliser ce gradient altitudinal, mais peut-être qu'on reviendra dans la discussion sur ces questions-là. Donc je passe la parole sans plus tarder à Yann Françoise pour nous expliquer comment on peut adapter nos villes, hein, puisque c'est la grande question du moment. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente pour cette aimable invitation. Et félicitations quand même pour arriver à organiser une telle conférence un vendredi soir à 17h dans une salle comble. Je ne suis pas sûr de arriver à faire ça à Paris. Et bonne année à tous et à toutes avec, je souhaite, suite aux propos de Patrick, le moindre élément climatique sévère dans nos territoires, mais c'est assez compliqué de plus en plus à gérer. Alors, comme vous le savez, toutes les grandes collectivités, et donc bien évidemment Paris, légalement, on doit se doter de plans climat territoriaux qui permettent donc de réduire notre empreinte carbone, nos gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air et adapter nos territoires. Paris a commencé un tout petit peu avant la loi, en 2007, avec son premier plan climat, et on est en train de finaliser le 4e plan climat, dont le projet a été adopté au Conseil de Paris en décembre dernier. Et donc je viens vers vous à peu près avec 16 ans d'action et d'expérience, mais si on prend juste un extrait de ce dernier plan climat, le premier chapitre de ce dernier plan climat, alors que les précédents s'appelaient réduire nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, rénover nos logements, transformer nos mobilités, le premier chapitre de ce nouveau plan climat s'appelle protéger les Parisiens face aux événements extrêmes. Voilà. Et on voit bien comment on change aussi au fur et à mesure de nos expériences, de nos métiers et du fait que le réchauffement est là. La priorité devient l'adaptation. Néanmoins, au vu du sujet du jour, je reviens rapidement sur nos grands objectifs et le lien aussi qu'on peut avoir entre ville et monde rural, parce qu'on a souvent tendance à opposer nos deux domaines, nos deux territoires. En particulier dans ce domaine climatique, dans ce domaine de neutralité carbone, où on essaie de construire parfois des villes neutres en carbone, avec des formidables réseaux énergétiques, des réseaux de transport, des recharges électriques, high-tech, etc. Et qu'on aurait tendance à dire ça marche en ville, ça ne marche pas ailleurs. Et en fait, on va essayer de voir par 2-3 exemples comment on arrive à faire aussi un lien de solidarité potentielle et de dynamique territoriale, ce qui est extrêmement important. Là, vous avez à l'écran beaucoup d'objectifs qui sont astreints à la ville de Paris dans le cadre de son plan climat. Retenez-en au moins un. On doit par exemple diviser par 2 notre consommation énergétique. Alors comme ça, sur le papier, ça a l'air de rien. C'est pour atteindre une neutralité carbone. À Paris, ça veut dire rénover 1 million de logements en 30 ans. C'est 20 fois plus vite qu'actuellement. 50 millions de mètres carrés de tertiaires sur lesquels aucun maire de France n'a d'obligation législative pour intervenir aussi. Mais rénover un logement actuellement, avec les nouveaux aléas, entre autres expliqués par Patrick et qui marchent aussi très bien sur Paris, ça veut dire bien sûr pour nous, dans le nord de la France, réduire notre consommation énergétique liée au chauffage, mais aussi intégrer maintenant les nouveaux besoins de ventilation, de rafraîchissement, et éviter une surconsommation liée à la climatisation, qui a un effet totalement néfaste en termes de réchauffement du territoire. Et puis on doit essayer aussi, comme ici, se décarboner et avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. Mais alors, vous connaissez quand même un peu Paris, territoire extrêmement dense, et nous on a un objectif d'essayer d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Ça ne va pas se faire en autonomie du territoire. Et justement, si on regarde notre empreinte carbone, vous voyez aussi que, et on va en discuter après sur 2 sujets propres à l'agriculture, le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre hors Paris, mais dont on intègre une grande responsabilité, parce que tous les jours, les Parisiens et les visiteurs et touristes, comme pour vous, on est une grande activité touristique, mangent, et donc émettent des gaz à effet de serre de manière déportée liée à leur alimentation. Et donc on a
une responsabilité. Et j'ai pris cet exemple-là sur notre courbe de neutralité, où on est quand même pour l'instant, avec une grande expérience de 15 ans, sur la bonne trajectoire, avec des chiffres parfois très fragiles, des secteurs très fragiles, mais le mur se rapproche. L'objectif qu'on a en 2030, si on regarde la période 2020-2030, on doit réduire autant nos émissions de gaz à effet de serre de ce qu'on a fait entre 2004 et 2020. C'est-à-dire qu'on doit faire en 10 ans ce qu'on a fait en 15 ans. Et on est déjà lancé. Donc on va peut-être y arriver, mais le mur est de plus en plus proche, et je vous rappelle, 1 million de logements pour nous à rénover d'ici 2050. Mais quand on voit l'action climatique, et vous avez vu cette empreinte carbone, on voit que ce n'est pas juste un projet environnemental. Ça touche toutes les sphères de notre société, de notre économie, et qu'on doit aussi emmener tout le monde. Un maire de France, quel qu'il soit, y compris la maire de Paris, sur notre empreinte carbone, peut agir jusqu'à 20-25% de son influence. Le reste dépend de décisions nationales, européennes, on le voit sur l'agriculture ou sur le transport aérien, mais aussi privées, des acteurs économiques et des citoyens. Donc il faut qu'on emmène tout le monde. Ça devient un vrai projet de société. Et si on revient sur un vrai projet de société qui est l'alimentation, dont on va discuter entre autres les liaisons avec le monde rural, à Paris, on a décidé dès 2007 de lancer un programme important pour essayer d'avoir de l'agriculture biologique, des produits issus de l'agriculture biologique, dans nos cantines d'abord, et de proximité, ce qui était compliqué aussi avec le droit international et le droit européen sur la directive concurrence, mais aussi d'avoir les filières. Mais les collectivités publiques, malgré tout, ont un pouvoir non négligeable par leur marché public d'essayer d'influencer ces chaînes-là. À Paris, les cantines parisiennes pour les écoles, les crèches, les restaurants de solidarité, les anciens et les restaurants administratifs, ça pèse 30 millions de repas annuels. Quand vous mettez 30 millions de repas annuels sur le marché en disant « je veux tant de pourcentage de bio », tout à coup, on intéresse comme les filières. Et on a réussi à créer des filières sur l'Île-de-France qui n'existaient pas par cette dynamique et de rapprocher et d'assurer peut-être une meilleure résilience face au futur climatique. Maintenant, la démarche, c'est aussi d'étendre sur le territoire. Si on pèse 30 millions de repas dans l'administration, entre guillemets, le territoire, c'est 8 millions de repas par jour à Paris, avec l'ensemble de l'activité économique. Et donc là, tout à coup, ça devient une autre dynamique territoriale à associer tout le monde. Mais vous voyez aussi rapidement qu'avec ce que je vous ai cité, il faut qu'on arrive à produire de l'énergie renouvelable, si possible de proximité. Se doter d'une alimentation aussi proche, biologique, de proximité. Ça fait déjà 2 vecteurs économiques où les collectivités peuvent réinvestir sur leur monde rural de proximité, des externalités positives. Je rappelle que quand même pendant des décennies, on a envoyé nos épandages, nos incinérateurs, nos industries les plus polluantes à l'extérieur de nos territoires, nos plateformes de logistique. Voilà. Là, on a un moyen de réinvestir localement, de recréer une dynamique aussi territoriale, de maintenir de l'emploi. Et le dernier secteur qui peut aussi reprendre une partie de valeur économique, on l'a cité tout à l'heure, c'est la compensation. Même si ce n'est pas le but en soi, notre but c'est de réduire au maximum nos émissions, mais il restera des émissions résiduelles, rien que des émissions résiduelles liées à l'agriculture, et qu'il faudra les compenser si on veut être neutre. La compensation carbone, à un moment donné, ça a une valeur financière. Et cette valeur financière, au lieu d'investir dans une forêt en Amazonie, il est peut-être plus intelligent pour nous, par exemple, d'investir dans une forêt, dans le bois de Marly, à Fontainebleau ou autre, de maintenir ce détat de température de 8 degrés, et de redonner une valeur économique à un secteur, par exemple, forestier ou agroforestier, qui est très en concurrence sur le prix du mètre carré du foncier. Parce que vous imaginez bien, par exemple, sur la région Île-de-France, le mitage urbain de l'étalement urbain est très très vorace par rapport à ça. Voilà pour la liaison qu'on peut faire et de solidarité, de dynamique territoriale entre ville et rural, rien que par un plan climat. Maintenant, si je viens sur la question pure de l'adaptation de la ville, entre autres de la ville de Paris, vous voyez bien, territoire extrêmement dense, sûrement le territoire le plus dense au niveau, bien sûr, français et le royaume donc, de l'îlot de chaleur urbain. Effectivement, c'est 8 degrés entre Paris et Fontainebleau quand il ne fait pas trop chaud. Parce que parfois, on monte même jusqu'à 12 degrés d'écart. Mais parfois, on ne va pas aller si loin. Entre le bois de Vincennes et le cœur de Paris, on a ces 8 degrés d'écart. Et 8 degrés d'écart la nuit, vous ne dormez pas pareil quand même. Parce que les 8 degrés d'écart, quand il commence à faire 28 dans le bois de Vincennes, 38 dans Paris, il fait sûrement 29 ou 30 dans votre appartement. Et donc, c'est là nos difficultés sociales qu'on a derrière. On a à peu près les mêmes courbes. Alors, comme on disait avec Patrick, nous, on a la chance, entre guillemets, à Paris, d'avoir une des plus vieilles stations qui a été implantée en 1876, au début de l'ère préindustrielle dans le parc Montsouris. Et vous voyez, nous, en revanche, on est à 2,3 degrés. On n'a pas la chance d'Ajaccio-Bastia d'avoir cette onde marine qui nous rafraîchit. Voilà, on est un peu loin de la mer. Il faut que ça remonte. D'ici 2300, peut-être, on aura une montée des eaux
pour pouvoir nous rafraîchir, mais ce n'est pas le but. Et nous, on est à 2,3 degrés d'augmentation de température, en température moyenne. Et ça a déjà d'autres conséquences, hormis la chaleur, on va revenir en détail, sur des crues exceptionnelles qu'on n'avait jamais connues. Une crue à Paris, ça existe, comme on voit en ce moment malheureusement dans le nord de la France, mais c'est en ce moment, dans la période hivernale, parfois automnale. Jamais en juin. Juin 2016, une crue, les services n'étaient pas du tout prévus et adaptés pour ça, il fallait faire revenir des gens en urgence ou autre, elle est en plus très rapide. Coût pour 5 jours de crue pour rien que la ville de Paris, c'est 5 millions d'euros. Vous multipliez ça, somme par 5 pour les musées, l'assistance hospitalière et les réseaux de transport public. C'est pas négligeable. 5 jours de crue non attendus exceptionnels, tout à coup, 20 millions d'euros de perdus, entre guillemets, et qu'il faut réinvestir, parce que vous voyez bien aussi que la réparation derrière n'est pas négligeable. Et des pluies torrentielles. Vous connaissez ce phénomène beaucoup plus que nous. Bien évidemment, le sud de la France et Languedoc avec pluie Cévenol. Mais nous, des pluies torrentielles, des orages comme ça, jamais. Et là, depuis maintenant une dizaine d'années, on en a un tous les 2 ans. Août dernier, malheureusement, la vidéo ne passe pas, mais vous l'aurez sur le site de l'Assemblée, un orage qui passe sur Paris, mais c'est vraiment une traînée, une diagonale. Il y a des arrondissements qui ne sont pas touchés, et 15e, 9e arrondissement, tout à coup, on a 15 000 personnes qui sont coupées d'électricité, 15 stations de métro qui sont fermées, parce qu'à un moment donné, quand les égouts ne peuvent plus absorber, eh ben, ça déverse dans notre réseau de métro, 15 stations fermées en urgence, etc. Et 3000 appels pour les pompiers en 1 heure. Voilà. Et ça, il faut qu'on s'y prépare aussi de plus en plus. Et moi, quand j'ai été sur les bancs de l'école d'ingénieur, on me disait qu'il fallait construire une ville étanche. Et maintenant, il faut qu'on construise une ville éponge. Et c'est complètement différent, vous voyez, dans le concept aussi culturel. Alors ça ne marche pas cette année, mais pour la première fois l'hiver dernier, dans le nord de la France et entre autres à Paris, on a connu une sécheresse hivernale. Ça n'était jamais arrivé. Nos nappes étaient tombées à zéro et on a dû relâcher de l'eau de nos bassins pour permettre la navigabilité de la Seine, ce qui ne se faisait jamais en hiver. Et donc on touche aux ressources l'hiver, y compris parce que la Seine, pour nous, est une activité économique non négligeable de transport. Et si on a une bathymétrie trop basse, alors là c'est la Garonne qui est en photo, c'est encore pire, et bien tout à coup on a une perte économique non négligeable. Et enfin, arrivons sur la chaleur. Alors, je pensais que c'était plus fort sur la Corse, le record de température. Donc, Paris, c'est 40 degrés 6 le 25 juillet 2019. Mais comme on le sait tous, c'est dans nos stations de Montsouris, qui est dans un parc, qui est à l'ombre. Les thermomètres des pharmacies dans les rues affichaient 52, 54 degrés dans la rue. Parce que nous, on renvoie de la chaleur avec l'asphalte, etc. Les gens ressortaient des bus parce qu'il faisait trop chaud dans les bus non climatisés à Paris. Hein, voilà. Et donc, il faut qu'on intègre ça. Et c'est notre priorité des priorités. Et l'été 2022, par rapport au scénario climatique qu'on a travaillé avec tous les différents chercheurs donc, du GREC francilien, le groupe de recherche des experts sur le climat francilien, est considéré comme le potentiel été classique 2030, demain, parce qu'il n'y a quasiment pas d'incertitude sur le réchauffement de demain en 2030. On a eu, donc, un peu à l'instar de ce qu'on a entendu précédemment, 22 jours au-dessus de 30 degrés, mais surtout 25 nuits tropicales. C'est-à-dire 25 nuits où il a fait plus que 20 ou 25 degrés dans Paris, ce qui est un cauchemar quand vous habitez sous les toits à Paris, tout à coup, parce que les températures sont extrêmement importantes. Et c'est là qu'on sait qu'on augmente le risque de déshydratation, de surmortalité, de fatigue corporelle pour toutes les personnes. D'abord, bien sûr, les anciens ou les femmes enceintes, et progressivement toute la population. Et vous les avez vus, ces courbes Covid de mortalité, on les a à chaque canicule en France, on les a sur chaque canicule à Paris. À chaque fois, il y a un pic, et la terrible canicule 2003. France, c'est 15 000 morts supplémentaires adressés. Nous, c'est 1 000 morts supplémentaires sur le territoire. Et c'est pour ça que la gestion des vagues de chaleur est devenue la priorité numéro 1 de la politique municipale. Tous les 10 ans, on mène une étude de vulnérabilité. En 2012, on mène l'étude. Première info, Paris est plutôt robuste, parce qu'on est bien situé. On n'est pas au bord de côte, on n'est pas sur un fleuve extrêmement dynamique et dense, etc., comme le Rhône, par exemple. Et on avait des vulnérabilités attendues sur la chaleur, les inondations torrentielles, tout ce qu'on vient de voir, pour 2050. On refait la même étude publiée en 2021. Il y a un joli petit film sur paris.fr. Et on nous dit que c'est 2030 et pour la chaleur, c'est maintenant. Donc tout de suite, on nous tombe dessus en disant « vous n'avez pas adapté assez rapidement ». Non, c'est comme pour l'accord, c'est que le réchauffement va plus vite, le réchauffement global va plus vite. Et il faut que aussi, dans l'adaptation, comme on l'entend sur l'atténuation, on rentre dans cette décennie d'accélération de politique publique, parce que ce qu'on va voir par la suite sur l'action qu'on mène d'adaptation sur, par exemple, les infrastructures, je ne sais plus si je l'ai mis ou si je l'avais coupé, si je l'ai mis, sur, vous entendez beaucoup de la végétalisation, etc., mais
même sur la végétalisation où c'est un processus qui peut être plus ou moins rapide, planter un arbre pour qu'il fasse de l'ombre pour nous à Paris, ça va quand même être 10 ans. Et ce qu'on disait tout à l'heure entre nous, c'est quel arbre on plante. Parce que de l'autre côté, notre second problème, ça va être la ressource en eau. Si on a de plus en plus de sécheresse hivernale, ben nos arbres, ils ne vont pas pousser. Ils ne feront plus d'ombre. Et s'ils ne font plus d'ombre, ils deviennent aussi un problème. Et s'ils puissent trop d'eau, ils deviennent un autre problème. Donc même si les nôtres, ils sont intelligents, ils vont dans les racines, avec leurs racines, ils vont dans les égouts par moment. Donc c'est un autre souci. Mais vous voyez quand même, par exemple sur cette diapositive, des chiffres de 2 mandats différents, 2014, 2020 et 2021-2026, liés au plan climat. Certains facteurs sont x10. On essaye vraiment d'accélérer, même si sur ce territoire extrêmement dense, ce n'est pas évident. Et la même chose sur la place de l'eau, renforcer la place de l'eau, de transformer une ville étanche, quand c'est encore possible, vers une ville éponge, parce qu'on a des réseaux en dessous, on a des anciennes carrières, c'est pas toujours évident. Et puis je vous invite, donc vous avez tous entendu, comme on va accueillir une petite manifestation sportive en 2024, normalement en 2025, on pourra se baigner comme les athlètes dans la Seine, donc j'espère qu'on pourra le faire, mais c'est important pour nous d'augmenter la place de l'eau et les endroits de rafraîchissement, parce que on n'a pas assez d'espace où les Parisiens peuvent se détendre, se rafraîchir pendant quelques heures, en soirée principalement, et ça fait partie des enseignements. Mais pendant ce temps-là, on parle beaucoup d'infrastructures, et c'est pareil sur la réduction de gaz à effet de serre, mais on oublie qu'il faut d'abord renforcer actuellement tous les services de solidarité et de soutien en particulier, par exemple, aux personnes les plus vulnérables et les personnes à la rue. Parce que le temps que nos brumisateurs se développent, qu'on se baigne dans la Seine, que nos arbres poussent, les gens sont toujours en train de se réchauffer sur le sol et sont parfois en danger d'hyperthermie. Et autant on a beaucoup de pratiques et d'associations qui sont prêtes pour les plans grand froid, comme actuellement, malheureusement, sur le nord de la France et la région Île-de-France, pour le chaud, beaucoup moins d'acteurs disponibles, une période où il y a beaucoup plus de vacances de solidarité. Et donc, il y a un vrai axe social à renforcer dans toutes nos politiques publiques, en attendant qu'on ait des infrastructures prêtes pour ça, et ce n'est pas du tout négligeable, ça parle des personnes à la rue, mais ça parle aussi des personnes isolées dans leurs immeubles où les familles sont plus éloignées, et de soutien, comme on a pu voir pendant le Covid, de solidarité. Alors, c'est parfait, regardez, c'est presque 5, c'est 50 degrés. Vous voyez cette affiche de Libération qui vous dit Paris sous 50 degrés. Est-ce que c'est la science-fiction ou pas ? On l'a vu récemment, il y a 2 ou 3 étés, Vancouver, dôme de chaleur, 49 degrés, plus proche de nous et de vous. Bari, 48 degrés. Et puis la Sicile, l'été dernier, 45-47 degrés. Nous, le cauchemar qu'on ne veut pas vivre, Athènes, 42 degrés. Des feux d'incendie autour d'Athènes en forêt. C'est exactement le même schéma que Paris, sauf qu'on n'a pas la mer à côté. Et la ville d'Athènes asphyxiée, ça peut exactement se produire à Paris. Il faut savoir que, par exemple, chaque été, même si c'est beaucoup plus discret, on a de plus en plus de départs de feu volontaires ou non volontaires, y compris dans le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, parce qu'on enchaîne des périodes de sécheresse et des périodes de forte chaleur. L'été dernier, 9 départs de feu, et tous contrôlés, parce que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui surveille. Mais un jour ou l'autre, si ça part et qu'on ne contrôle pas, vous avez tout à coup une agglomération entre 2 à 7 millions d'habitants qui peuvent asphyxier et beaucoup plus dur à contrôler, parce que le Canadair sur Paris, ça n'existe pas et ça serait très compliqué aussi à mettre en place. Et donc, c'est passé la réflexion de savoir, Paris sous 50 degrés, comme à Vancouver ou ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos services sont prêts, etc. Et donc est née l'idée de créer un exercice de crise, Paris à 50 degrés, qui a vu le jour concrètement le 13 octobre dernier et le 17 octobre, en 2 phases. Mais les choses les plus importantes de cet exercice de crise, qu'on mène tous, les collectivités avec les services de l'État, sur beaucoup de sujets, dont les plus connus sont souvent soit les crises terroristes, soit les crises d'inondation, etc., ou maintenant les cyberattaques. Sur une super canicule, on n'en a jamais fait. Et donc nous, l'idée, comme d'habitude, sur un exercice de crise, c'est d'essayer d'analyser tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et de prendre des décisions. Mais la première chose, et c'est important aussi qu'on entende, je vais avancer plus vite, Sophie au début, et Patrick, c'est qu'on avait besoin aussi d'un scénario clair des scientifiques pour pouvoir convaincre tout le monde, tous les partenaires, et de mettre tout le monde autour de la table. Et l'exercice, c'est pas que 2 jours finalement. L'exercice, comme vous voyez sur le calendrier, c'est quasiment 1 an de travail et surtout 9 mois de préparation. Plus d'une 50aine de groupes de travail, plus de 100 opérateurs finalement qui nous ont rejoints. Au début, alors, les gens viennent un peu de manière frileuse, et puis tout à coup, les assureurs sont venus aussi, tiens. Puis les opérateurs de téléphonie mobile, qui nous disent, parce que l'alerte que vous avez eue ce matin,
certains de nos opérateurs nous ont dit, à 50 degrés, on n'est pas sûr que l'autocom fonctionne encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas envoyer l'alerte que vous avez eue de ce matin? Donc, il n'y a pas eu de tsunami, si j'ai bien suivi. Hein, merci. Et donc, l'innovation de notre exercice de crise, c'est qu'on a fait un exercice de crise sur table, classique, avec tous les opérateurs. Et vous savez, il y a des aléas qui arrivent à chaque minute, et de voir si toutes les lignes de commandement fonctionnent ou autres, en particulier sur les hôpitaux. Mais aussi, on a mené un exercice de crise avec les habitants in situ, dans 2 micro-quartiers, en déplaçant la population, et de voir tout ce qu'il fallait qu'on mette en place en termes de début de gestion de culture du risque. À Paris, je ne sais pas ici en Corse, mais à Paris, les gens se sentent en sécurité. Et de se dire qu'il va falloir peut-être déplacer la population en masse, etc., c'est quoi les conséquences derrière? Est-ce qu'on peut faire rouler un bus quand il fait 50 degrés si l'asphalte fond, par exemple? Parce que les enfants, on les déplace en bus. Est-ce qu'on peut les emmener dans un parking, alors que les parkings, il y a des règles de ventilation? C'est ce qu'on a testé. Et finalement, j'ai envie de dire, le plus grand enseignement de l'exercice de crise, ce n'est pas l'exercice lui-même. C'est les 9 mois de préparation et toutes les questions qui se sont posées en disant il faut qu'on déplace telle école parce qu'elle est surexposée. On a 60 enfants qui vont crever de chaud parce qu'il fait 45 degrés. Ok, on a trouvé un parking, on va les mettre, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Et la maîtresse a dit bah, on continue les cours, mais il me faut juste des tables, des chaises. Bon d'accord, il faut des tables et des chaises. Et donc ça s'anticipe. Voilà, si on veut continuer l'activité. On a déplacé l'EHPAD dans un tunnel, vous vous rendez compte? On a déplacé un EHPAD dans un tunnel, tout le monde était content, petite balade, etc. On est arrivé dans l'EHPAD et les anciens nous ont dit les jeux de cartes, ils sont où? Ils avaient raison. Hein, voilà. Et donc, rapidement, là, vous avez à peu près la liste de tous ceux qui ont partagé, parce que je pense que je suis à la fin de mon temps. La dernière minute. Pour information sur l'exercice de crise, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on va continuer, même si toutes les décisions ne sont pas prises? La première chose, c'est qu'il faut qu'on maintienne la pression et la dynamique avec tous les acteurs. On a réussi à faire du lien et du lien entre les différents acteurs qui ne sont parfois pas croisés, comme les opérateurs ou les assureurs, et de maintenir cette pression et cette coordination potentielle si jamais ça doit arriver, ce qu'on n'espère pas. Et ça, c'est important, et c'est peut-être notre rôle d'animateur collectivité publique, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, de rendez-vous réguliers, est-ce que les chaînes de décision sont bien plus fluides ou autres, parce qu'on a vu que par moments, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais nous, on a aussi pris la décision qu'on s'est aperçu collectivement en Ville de Paris qu'on avait une liste des lieux refuges pour le plan grand froid. On n'a pas ça pour s'il fait très très chaud. Parce que le gymnase qu'on prend pour le plan grand froid, il est peut-être lui très chauffé l'été, donc il faut qu'on revoie la carte. Et on va essayer de la sortir pour, j'espère l'été prochain, mais il n'y aura pas de canicule, hein, j'espère. Ne déconnez pas, il y a un truc important à Paris. Hein. Et on va essayer de préfigurer aussi avec l'État, qu'est-ce que ce serait un plan grand chaud? Parce qu'un plan grand froid, c'est régulé. Les présidents d'assemblée, etc., peuvent réquisitionner, les maires peuvent réquisitionner. Plan grand chaud, ça n'existe pas. Et donc, comment on fait aussi, si jamais ça doit arriver, qu'on dépasse les 45 degrés dans des collectivités pour qu'il y ait tous les bons réflexes, que le plan blanc soit déclenché automatiquement aussi par le préfet et tout ça. Et puis, bien sûr, la culture du risque. Et puis, une réflexion qui peut naître aussi un peu partout, c'est quoi nos nouveaux modes de vie, nos plages horaires de travail? Parce qu'on ne peut pas exposer nos agents ou la population de travailleurs, par exemple, entre 12h et 15h sur l'espace public quand il fait 45 degrés. C'est les fameux, on a les problèmes sur les personnes à la rue, mais pareil sur les travailleurs. Et donc des débuts de réflexion. Voilà pour vous résumer très très vite, et on pourrait encore en discuter très longtemps, les essais d'une politique d'adaptation au sein d'une ville comme Paris. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Yann. Oui, ça donne pas mal d'idées, effectivement, sur tout ce qu'il est possible d'imaginer. On va passer maintenant donc, à l'adaptation de la viticulture avec Jean-Marc Touzard de l'INRAE. Donc, toujours 20 minutes. Voilà, on va passer de l'adaptation à la ville à l'adaptation au champ. Donc, alors, bon, je vais vous parler de vignes, de vin, mais parce que c'est important, parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité importante notamment en Corse, mais aussi pour nous, chercheurs, c'était une production, un produit qui était un peu emblématique, qui était très sensible à l'enjeu du changement climatique, et qu'on a utilisé un petit peu comme modèle, comme un exemple, pour raisonner plus globalement la manière de s'adapter dans l'agriculture au changement climatique. Donc là, je vais vous parler du programme qu'on a mené à l'échelle nationale, sur la vigne et le vin, l'adaptation de la vigne et le vin au changement climatique. Et j'essaierai d'avoir quelques déclinaisons sur la Corse, mais vraiment, c'est un travail qu'on va faire sans doute bientôt, plus tard, avec notamment le CRVI, le Centre de recherche viticole de Corse. Voilà, on verra. Alors,
Première chose, de quel projet je parle, de quel programme? C'est 10 ans de recherche, hein, c'est pas souvent, que j'ai pu coordonner avec ma collègue Nathalie Ola de Bordeaux, sur à la fois les impacts du changement climatique sur la vigne et le vin, et puis sur l'exploration des différentes innovations, solutions pour l'adaptation. Il y avait à peu près 28 laboratoires, une centaine de chercheurs, une grande panoplie de disciplines. C'est ça qui est important. Dès qu'on s'attache, dès qu'on étudie une question comme le changement climatique et l'adaptation, on va toucher à tout. Hein, de la climatologie à la biologie jusqu'à la sociologie. Et puis, c'est vrai, on avait recruté un peu tous les labos qui en France travaillaient sur ces questions. Pas vraiment en Corse, parce qu'à Corté, c'est un petit labo de recherche INRAE. Je remercie André qui est là, son président actuel, et son ancien président. Mais on n'avait pas vraiment de travaux sur la viticulture. Par contre, on a quand même eu des contacts. Je me rappelle, j'avais fait un article pour Corse Matin en 2013. Un peu, voilà, est-ce qu'il y aura encore de la vigne en Corse? Et puis ensuite, on a fait plusieurs conférences. Et puis récemment, le CRVI a vraiment produit un document très intéressant qui explore un peu des cépages étrangers qui pourraient être adaptés au changement climatique en Corse, qui fait beaucoup référence à nos travaux de la CAP. Donc les choses sont présentes. Juste, je fais ma petite promo. Hein, voilà, tous les travaux, tous les résultats de 10 ans vont être publiés d'ici à peu près un mois, donc chez Quae. Je vous invite allez le voir éventuellement. Comme dans tout, alors je vais un peu reprendre les différentes étapes de nos travaux et les enseignements que l'on en tirer. Très brièvement, comme dans tout programme, on a commencé, lors de cette journée, de cette soirée, à voir de quoi il s'agissait le changement climatique. Donc, avec 3 dimensions qui sont importantes pour la viticulture. L'augmentation de la température moyenne entre le scénario Trump ou le scénario COP21. L'évolution de la pluviométrie, beaucoup plus variable, incertaine, on l'a dit. Quand même une tendance à la baisse en Méditerranée, mais moins sans doute préoccupante pour la Corse, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, ce qui devient de plus en plus important, c'est la variabilité accrue du climat. Hein, les 2 autres variables sont, au moins la température est prévisible. La variabilité, c'est ce qui va, et les événements extrêmes, les vagues associées, c'est ça qui, au fur et à mesure de la montée de la température, va devenir important. Alors, les impacts, il y a 6 domaines d'impact pour la viticulture, hein, qu'on va retrouver dans d'autres productions agricoles. La première chose, c'est que le changement de température, enfin le changement climatique, modifie ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire tout le rythme, les cycles, les stades du développement, de croissance des végétaux, hein, avec des débourrements, démarrage de la croissance plus tôt au printemps parce que les hivers sont plus chauds. Hein, et puis ensuite, une accélération même de processus, souvent, parce qu'avec plus de température, s'il y a suffisamment d'eau et pas trop de chaleur excessive, on a une accélération des processus biologiques. Donc ce qu'on voit partout, là, en Alsace, c'est une avancée de tous les stades du développement, d'une dizaine de jours du débourrement jusqu'à 3 semaines à peu près sur les dates de vendange. Et ça, on retrouve ça en Corse. Hein. Alors, j'ai repris quelques données que vous avez faites sur votre station expérimentale, où on est, pareil, selon les cépages, selon les parcelles, on est sur une avancée importante de l'ordre de 3 semaines sur les dates de vendange. Hein. Ça peut apparaître anecdotique, c'est important, parce que avancer des dates de vendange, c'est-à-dire qu'on est davantage au cœur de l'été. Et ça va amplifier l'effet du changement climatique, parce que quand on regarde la température moyenne sur la période de vendange ou de maturité qui précède les vendanges, ce n'est pas les plus 2 degrés qu'on a qui sont liés au changement climatique. On est partout entre plus 2,5, plus 3, voire plus 3,5 degrés, parce qu'on est plus précoce, on est plus au cœur de l'été. Donc, du coup, la vigne elle va réagir à cette amplification du changement climatique. On le retrouve là dans différentes... et on le retrouve aussi en Corse. Hein, j'ai retrouvé aussi quelques données que vous avez publiées. On retrouve cette augmentation de la température moyenne pendant la maturation, qui est très marquée, et plus forte que l'augmentation du changement climatique. Le deuxième impact, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un bilan hydrique, des contraintes hydriques qui sont accentuées. Là, c'est des données à Narbonne, où on a à la fois une légère baisse, c'est en bleu, de la pluviométrie, sur la plaine de Narbonne, mais c'est surtout l'évapotranspiration qui croît, qui fait qu'on a un déficit hydrique sur la période végétative plus fort. Donc, heureusement qu'on a ce qu'on appelle une recharge hivernale, c'est-à-dire que les sols, les nappes se rechargent et permettent à la vigne de se réalimenter, mais si on raisonnait uniquement sur la période végétative, voilà, on est en déficit chronique maintenant et accentué. Et puis ça sera donné notamment par, en tout cas en Languedoc, des baisses de rendement. Hein, voilà. Et puis, le troisième domaine, qui résulte des 2 premières évolutions notamment, c'est l'évolution des caractéristiques, des compositions de la baie
et donc du vin ensuite. Hein. Ça, c'est très très marqué. C'est une augmentation du taux de sucre dans la baie, donc du taux d'alcool. Hein. En Languedoc, on est passé de 11 degrés, 11,5 degrés en moyenne dans les années 80, on va dire, à aujourd'hui autour de 14 degrés en moyenne, hein, sur des grandes masses de prélèvements. Et puis une baisse de l'acidité, des modifications de précurseurs d'arômes. Donc on a une modification des caractéristiques de la baie qui entraîne une modification du profil aromatique et des caractéristiques du vin, qui ne sont pas forcément mauvais, mais ça va faire, par exemple, en Languedoc, des vins rouges à 14 degrés, avec des arômes de fruits cuits, un peu lourds, avec un peu moins d'acidité. C'est intéressant, comme en jus sanglier, etc., mais ça ne va pas correspondre à tous les marchés, par exemple. Hein, et notamment aux tendances qui cherchent plus de fraîcheur, moins d'alcool. Hein, et on retrouve ça aussi en Corse, hein, pareil, j'ai repris, sur certains cépages, on retrouve cette augmentation du taux d'alcool, de potentiel dans le vin. Ça, c'est troisième chose. Le quatrième impact sur la vigne, c'est que le changement climatique va se traduire par des régions favorables à la viticulture qui n'étaient pas favorables. Hein. Et là, vraiment, on en parle beaucoup dans les médias, le nord de l'Europe devient, au regard des critères, des indicateurs de température, là ça va être l'indice Huglin par exemple, devient favorable, c'est-à-dire qu'on peut planter de la vigne. On ne va pas avoir de gel trop marqué, en tout cas pour qu'elle puisse croître. Et surtout, on aura suffisamment de température pour que le raisin arrive à maturité pour faire du bon vin, du vin correct, ou de l'effervescent. Donc on voit ces évolutions. Et alors, voilà, ça se traduit aussi beaucoup en latitude, mais aussi en altitude, hein, dans les montagnes. Alors nous, on n'a pas fait sur la Corse, parce qu'on n'avait pas de mola. On a fait avec un doctorant des travaux sur la Bretagne, sur différents indices agroclimatiques. Hein. Et ben on voit qu'effectivement, selon les scénarios, mais en tout cas dans un scénario un peu fort, mais bon, eh ben la Bretagne peut devenir une grande région viticole. On peut planter du Carignan à Nantes, etc. Donc ça ne veut pas dire que ça se fera, parce qu'il y a des tas de conditions nécessaires pour devenir un bon vignoble. Et puis il y a les aléas, etc. La cinquième dimension de l'impact, qu'on a peut-être un peu négligé au début, mais que ça paraît extrêmement importante, c'est qu'en fait, le changement climatique interagit avec énormément de caractéristiques du terroir, des écosystèmes, donc qui vont entourer le cycle, enfin la vigne et son processus de production. Ça va jouer sur les bioagresseurs, mais ça va jouer aussi sur les agresseurs des bioagresseurs. Hein, ça va jouer sur les écosystèmes, sur le fonctionnement même du sol, la manière dont se minéralise, hein, et donc on produit de l'azote disponible pour la plante ou pas. Ça va jouer sur les paysages, les incendies. Vous savez que pour la viticulture, le paysage, pour les no-tourismes, et même tout ce qu'on va faire comme promo autour, est extrêmement important. Donc des incendies, c'est une perte de valeur pour les vignobles, évidemment, qui sont là. Ça va jouer sur les ressources en eau à l'extérieur du terroir. Donc est-ce qu'on est capable si on a déjà de l'irrigation là. Et puis dans certains cas, il y a une montée du niveau de la mer qui peut entraîner une salinisation. Le sixième impact, c'est aussi c'est lié justement à l'augmentation des risques climatiques, une augmentation des dégâts qui sont constatés, hein, à la fois des pertes de récolte, mortalité de vigne, mais ça peut être aussi la dégradation, l'érosion de sol, qui sont plus accentuées, des pertes de sol, les endroits où il y a des terrasses par exemple. Ça, c'est les 6 impacts. Au final, ça a des conséquences économiques pour les viticulteurs, des effets sur les rendements, sur les qualités qui peuvent jouer sur les chiffres d'affaires, sur les prix, sur les revenus, des augmentations du risque, donc avec des coûts d'assurance ou des pertes, des impacts potentiels sur la valeur des actifs. Alors en Champagne, où c'est une des régions de la vigne a la valeur patrimoniale la plus forte, on commence à se préoccuper. Un hectare, c'est plus d'1 million d'euros quand même. Hein. Si en 20 ans, on ne peut plus faire vraiment de champagne, qu'est-ce que ça veut dire pour nos héritages, nos transmissions des biens familiaux, etc. Donc ça peut avoir des impacts. Les investisseurs, LVMH, se préoccupent un peu de ça. Les modifications, ça peut entraîner des modifications d'hiérarchie entre terroirs, parfois très proches. Hein, c'est plus les mêmes sols qui sont intéressants, parce qu'il y a moins de réserves utiles en eau, donc ils vont être moins intéressants, les rendements sont trop faibles, c'est d'autres qui sont intéressants, donc ça peut jouer de manière très proche entre des... Je pense en Corse, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Ça a des impacts sur la concurrence, ça entraîne des tensions sur la réglementation, sur les classifications, et puis ça interagit avec d'autres enjeux sur les secteurs auxquels la viticulture doit faire face pour s'adapter. La baisse de la consommation, hein, et des évolutions dans la consommation, moins d'alcool, etc. Et puis des enjeux aussi sur l'environnement. Voilà. Alors, face à ça qui peut apparaître un peu très, très négatif, si vous voulez, ou catastrophiste, il y a en fait énormément de voies possibles, de domaines d'adaptation, et qu'on a étudiés pendant 10 ans, mais qui étaient déjà entiers, qu'on continue à étudier,
Et c'est les chercheurs, mais avec les viticulteurs, hein, qui eux-mêmes expérimentent dans leurs exploitations énormément de solutions. Donc un des enjeux, c'est de partager ces connaissances, d'essayer de les comprendre, nous, en amont, et puis d'échanger, etc. Donc il y a 6 domaines d'adaptation que j'ai mentionnés. Je vais aller vite quand même. La première chose auquel tout le monde pense, partout, c'est on va changer le couple cépage-porte-greffe. On va prendre des cépages plus tardifs, tolérants à la sécheresse, aux températures élevées, qui vont résister aux maladies. Voilà, on peut chercher dans les clones, c'est-à-dire des variabilités génétiques au sein d'un même cépage qui peuvent permettre de répondre à certains de ces enjeux, mais c'est quand même assez limité. Des cépages anciens, oubliés, on dit autochtones. Ici encore, je sais qu'il y a cette démarche qui a été faite, qui est hyper intéressante, parce que c'est aussi créer un récit, une valeur autour d'une référence à une histoire. Hein. Et en plus, souvent, c'est des cépages qui avaient été abandonnés parce qu'ils n'arrivaient pas à maturité, alors que maintenant, avec le changement climatique, ils peuvent arriver à maturité. Ils peuvent avoir d'autres défauts aussi. Des cépages venus d'autres régions, c'est le travail qui a été fait au CRVI, d'autres régions plus méridionales, hein, de Grèce, etc. Et puis aussi, on a la création variétale, notamment d'INRAE, je vends ma maison, hein, qui permet de répondre aussi à ces enjeux, notamment en couplant des enjeux de résistance aux maladies et d'adaptation à la sécheresse, par exemple. Alors voilà, j'avais mis le beau rapport du CRVI, hein, avec des fiches qui sont intéressantes, qui sont consultables sur Internet. Vous pouvez voir comment, je crois, il y a combien 18 Non, une quinzaine de cépages que vous avez explorés, 14, voilà, exactement. Le deuxième grand domaine d'adaptation, c'est des nouvelles pratiques viticoles. Voilà, on modifie la taille pour garantir un davantage d'ombrage sur les baies. Hein. Autrefois, on cherchait au contraire, avec le palissage, à exposer davantage les baies pour qu'elles mûrissent davantage. Là, c'est l'inverse. On va chercher à trouver des tailles, par exemple, comme le gobelet, qui préservent un petit peu plus d'ombre. La gestion du sol, qui apparaît comme de plus en plus fondamentale, en termes de matière organique, de couverts, etc. L'irrigation de précision est responsable. Là, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est hyper important. Et on a commencé à travailler avec les viticulteurs sur comment on peut quand même développer ou maintenir une irrigation responsable avec toute une série de conditions, hein, sur la manière de gérer, d'être économe, d'engager les pratiques agroécologiques, etc. Et d'être flexible. C'est-à-dire que si on développe l'irrigation à un moment donné pour la vigne, être capable de le redéployer sur une autre production stratégique, alimentaire, dans 10 ans, si jamais c'est... Voilà. L'agroforesterie, la viticulture numérique, la diversification, finalement. Et ça, c'est des choses qui étaient un peu tabous, en tout cas dans certains vignobles. Se diversifier, ça peut être aussi une manière, évidemment, de changer ses pratiques et de s'adapter. Il y a un troisième domaine d'innovation. On reste un peu dans le domaine technologique, c'est l'innovation énologique. Là, on est dans une autre logique corrective. On cherche à corriger après la vendange les caractéristiques du raisin liées au changement climatique, désalcoolisation, ajustement de pH. C'est intéressant. En même temps, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce que sinon, on va vers une artificialisation, vers du vin, et qui reste quand même un produit issu de la fermentation naturelle du raisin. C'est comme ça qu'il est vendu, acheté et aimé. Après, on a d'autres domaines qui sont moins techniques, et auxquels on ne pense pas, et qu'on a commencé, on a vraiment beaucoup travaillé. À chaque fois, il y a des doctorants qui ont travaillé là-dessus. Il y en a un qui a été évoqué tout à l'heure pour la Corse, hein, c'est vraiment s'adapter, c'est finalement se redéployer dans l'espace, à l'échelle parfois d'une exploitation d'un terroir. Hein, on va chercher des sols moins exposés, plus profonds, ou alors en montant en altitude, ou en changeant carrément là, par exemple, une thèse, ça c'est à Banyuls. À Banyuls, on a fait une simulation, on a montré comment, avec le changement climatique, les températures, c'est à gauche, à droite, vous avez l'impact en termes d'acidité du raisin, et donc il faut conserver une acidité dans les raisins pour pouvoir maintenir un Banyuls qui a une qualité, et donc il va falloir monter en altitude, et ça pose des tas de problèmes de gestion du foncier. Changer, c'est aussi s'adapter, c'est aussi changer des institutions, réviser les cahiers des charges, faire évoluer des dispositifs d'assurance, s'ancrer ou développer de nouvelles politiques climatiques, de nouvelles collaborations de recherche-développement. Et puis, s'adapter, c'est aussi associer les consommateurs. Et ça, on a vraiment insisté là-dessus, avec toute une série d'enjeux. D'abord, faire accepter ou connaître, pour les viticulteurs, connaître comment les consommateurs vont réagir face aux évolutions du vin liées au changement climatique. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Ensuite, comment ils peuvent accepter ou non des innovations, des changements de cépage, de pratiques qu'on va pouvoir introduire. Okay. Et puis ensuite, c'est aller plus loin que ça, qui est plutôt une pratique un peu classique dans les entreprises, de mieux connaître sa clientèle, ses consommateurs. C'est aussi d'engager les consommateurs, de partager avec eux les enjeux du changement climatique. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on change de cépage? Et puis les associer même avec des actions d'atténuation qui ont une portée civique
importantes, publiques importantes. Et donc il s'agit aussi de construire de nouveaux récits qui vont relier le vin, le nouveau climat, ou l'évolution du climat et les pratiques. Et donc tout ça, en fait, ce qui est important, c'est que dans la dernière phase de notre programme, plutôt à partir de 2015-16 jusqu'à aujourd'hui, en fait, on s'est dit, ok, on a étudié les impacts, on a étudié des domaines d'adaptation domaine par domaine, de manière un peu en silo, si vous voulez. Eh ben, non, s'adapter, c'est pas une solution. S'adapter, c'est coordonner, combiner toutes ces solutions. Du coup, on a travaillé sur les stratégies et les scénarios d'adaptation. Pour ça, on est vraiment mené à long terme une démarche de prospective qui a été hyper intéressante en plusieurs étapes. On a commencé par faire une prospective un peu classique avec un groupe d'experts. On a construit 4 scénarios, conservateurs, innovants, nomades, libéral. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais qui combinent de manière différente le type d'innovation qu'on va mettre en œuvre pour s'adapter et la manière ou non dont on se relocalise, hein, plus ou moins. Avec, voilà. On a publié ça, ok, sympa. Et puis ensuite, ok, je vais accélérer. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris ces informations de scénario dans des forums participatifs qu'on a organisés dans les 7 régions viticoles françaises, hein, où les participants, à chaque fois une centaine, réagissaient sur ces scénarios, voyaient comment ça pouvait se passer, et puis surtout, d'abord votaient pour quel scénario on veut. Donc voilà, l'essentiel des votes des viticulteurs, c'est on veut innover pour rester dans son terroir. Hein. Pas trop innover quand même, mais voilà, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, on a pu se servir de ça aussi pour faire des propositions d'action. On a demandé aux viticulteurs pour ce scénario, si vous voulez vraiment qu'il se réalise, quelles actions vous voulez proposer. On a recueilli 2650 propositions qu'on a pu ensuite traiter, analyser. Voilà. Et donc, en même temps que ça, comme chercheurs, on a participé à d'autres événements participatifs et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment engagé dans des démarches participatives à des échelles très locales. On a testé des options, ce qu'on appelait le climaton, pour faire émerger des solutions dans les communes viticoles. Hein, avec les communes, etc. On a eu des démarches plus classiques de co-conception de systèmes innovants avec un groupe de viticulteurs sur le temps d'une thèse de 3 ans, de voir comment on peut imaginer, là c'est au nord de Béziers, l'évolution possible selon différentes options du vignoble en fonction du scénario climatique. On a travaillé évidemment avec des groupes qui se mettaient en place dans les chambres d'agriculture, les GIE2E, des instituts techniques, des groupes de suivi d'état du vignoble ou de réflexion sur des innovations à mettre en place. Donc, en parallèle, toutes ces organisations se sont mises à développer aussi des démarches d'expérimentation ou de travail participatif, notamment en Corse. Je fais ça, hein. Et puis, on a aussi pu être interrogé par des métropoles, des collectivités, dans le cadre de la réalisation des PCAET. On a été impliqué dans la construction de stratégies à l'échelle des syndicats, notamment AOP Ventoux, Val-de-Loire, Languedoc, Bordeaux. Les 2650 options, on a travaillé avec un groupe à l'échelle nationale et ça a finalement eu un impact très important puisque ça a construit la stratégie nationale du secteur viticole. C'est le premier filière agricole qui le fait. Et donc on l'a remise à De Normandie, qui était ministre de l'Agriculture, qui a pu être Premier ministre, on m'a dit, mais voilà. Donc on a eu le temps d'échanger avec lui, de montrer tout ça. Et ensuite, les organisations agricoles se sont saisies de ce plan stratégique pour développer en ce moment d'autres opérations, notamment des démonstrateurs dans les différents territoires. Et le CRVI va être en charge de cette action pour la Corse. Hein. Donc ça résulte de toute cette démarche. On a développé une plateforme numérique, on développe aussi des living labs avec des entreprises, etc. Mais 2 dernières diapos, c'est les messages conclusifs qu'on a collectivement construits, chercheurs, avec nos partenaires. J'ai 10 messages. Hein. Le premier, la compétitivité des vignobles est menacée par le changement climatique avec des différences régionales. Donc c'est alerte rouge quand même. Okay. Deuxième message, des innovations et solutions existent déjà, ouf. Hein, et permettent d'envisager que les viticulteurs peuvent s'adapter dans la plupart, on peut même dire pratiquement tous les vignobles actuels, si le climat se stabilise autour de plus 1,5, plus de degrés. Ça, c'est la condition majeure. Après, on ne sait pas trop, parce qu'il y a trop de variabilité, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. La réduction du coût des émissions de gaz à effet de serre est impérative. Moi, tout le temps, je dis, si on aime le vin, on soutient les objectifs de la COP21, et ça rime. Et la viticulture, en plus, elle peut contribuer à cette atténuation. Du coup, il y a énormément d'actions qui sont engagées, des analyses de cycle de vie, des changements de pratiques, d'isolation, de gestion des sols, l'agroforesterie, etc. Bon. 5e message,
pour s'adapter, pas de solution unique, on l'a dit, il faut jouer sur la multiplicité des leviers. Et on les a un peu classés, nous, dans à la fin de d'abord le sol, ensuite les cépages, ensuite l'eau, gestion responsable de l'eau, les pratiques viticoles, l'énologie, la localisation, le changement institutionnel. Il y a des enjeux de coordination à l'échelle des chaînes de valeur en prenant en compte les attentes des consommateurs et citoyens, j'en ai parlé, l'importance du coup des stratégies collectives au niveau local et régional, et notamment le rôle important des associations, des syndicats, et notamment des syndicats d'AOP qui peuvent renouveler leurs projets stratégiques en vue du changement climatique. Et du coup, ce qui est important, c'est de raisonner en capacité d'adaptation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire vraiment, ce qui est important, c'est construire des réseaux de partage d'expériences, de connaissances à différentes échelles, entre recherche, entreprises, associations. Et vraiment, ce qu'on met en avant, puis je travaille dans une école d'ingénieurs agronomes aussi, je donne quelques cours, et on voit bien qu'on émerge ce que j'appelle une nouvelle ingénierie des terroirs, où il faut savoir simuler, il faut savoir animer des projets, il faut savoir développer des projets participatifs, il faut savoir refaire des diagnostics de territoire en fonction du changement climatique, etc. Donc il y a des enjeux de formation très importants sur les ingénieurs qui en prennent, mais aussi pour les viticulteurs. Du coup, on voit qu'on se redéfinit des principes aussi même autour des produits de terroir, et la Corse est très marquée par ça, qui vont garantir une qualité qui est plus considérée comme immuable, parce que le climat change. Et donc, au contraire, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est garantir une qualité qui est liée à ce que j'appelle la co-gestion adaptative de ressources locales. Le sol, l'écosystème, le paysage, l'eau, c'est ça la promesse. Et je vois avec, par exemple, Patrimonio en Corse, ça a aussi inclus dans ses cahiers des charges des actions liées à l'environnement. Et donc ça, c'est vraiment en allant vers ça que les appellations arrivent à se développer et en intégrant ce qu'on appelle gestion adaptative, c'est-à-dire la possibilité de réviser et de constamment leur cahier des charges pour aller vers cette gestion. Et mon dernier message, c'est optimiste, je suis quand même optimiste, car le monde viticole est composé d'une diversité d'acteurs, on voit il y en a un, de pratiques, et c'est faire preuve de créativité, et j'ai rajouté, et en particulier pour la Corse, et en Corse. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc de ce superbe exposé qui finit sur une note optimiste, vous l'aurez noté, voilà, nous concernant. Donc le dernier exposé, ça va être adapter notre agrumiculture. Et donc je vais donner la parole sans plus tarder à Laurent Julia, 20 minutes. Parfait. Merci la présidente d'abord de nous avoir conviés ici à cette séance de conférence et de débat. C'est toujours un honneur de sortir des labos pour venir éclairer des débats et je le fais vraiment avec plaisir. Donc moi je vais vous parler de l'agrumiculture corse. Donc je viens de l'INRAE à San Julian, un centre de recherche INRAE CIRAD, où on travaille, vous le savez tous maintenant, sur les agrumes. Et donc du coup on a mené différents travaux à différentes échelles, de la plante jusqu'à la filière, et qui traitent à la fois du changement climatique et même plus. La Corse est depuis très longtemps en fait une terre d'agrumes, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a eu le cédrat de Corse qui a été plutôt emblématique au niveau du Cap Corse, une culture notamment qui faisait la beauté de la Corse au moment de l'Antiquité, des fruits qui étaient exportés en Italie pour les fruits confits. Mais on a aussi également des traces au fin du 19e siècle qui me paraissent très intéressantes et qui mettent en valeur l'agrume et aussi son territoire qui est la Corse. On a Honoré de Balzac qui met en valeur les agrumes de Corse en 1841 dans des mémoires où il relate justement les plus belles oranges du monde qui venaient de certaines îles, dont notamment la Corse. Alphonse Daudet également dans les lettres de Montmoulin en 1869 qui disait que pour avoir de belles oranges, il faut aller justement aux Baléares, en Sardaigne ou en Corse. Et moi, je retiens tout particulièrement la dernière citation qui est d'Amable Testu, Voyage en France, et qui dit qu'aujourd'hui, on peut manger à Paris des oranges cueillies 48 heures auparavant dans les jardins d'Ajaccio. C'est intéressant en quoi? Parce qu'en fait, c'est une stratégie qui est toujours présente. C'est-à-dire que l'agrumiculture corse, aujourd'hui, elle repose sur quoi? Elle repose sur des fruits que vous consommez qui ont été récoltés quelques jours avant. Et c'est une stratégie qui a été développée pour la clémentine de Corse et ce qui fait le succès actuellement des agrumes. Et ça l'était il y a plus d'un siècle auparavant. Donc jusqu'en 1950, alors je reviens un peu sur le passé, on va parler du futur, vous inquiétez pas. Le verger corse était composé d'un verger plutôt traditionnel, vous le savez tous, des agrumes qui étaient cultivés
souvent dans des jardins, dans des terrasses, qui servaient surtout pour l'autoconsommation, pour le marché local, et qui pouvaient être exportés aussi également sur le territoire français. À partir de 1960, avec la révolution agricole et l'intensification agricole, et la mise en valeur de la plaine orientale de Corse, s'est installé le choix d'une culture d'agrumes et qui a été le clémentinier. Et une des raisons pourquoi ils ont choisi à l'époque le clémentinier, alors qu'il y avait déjà des oranges produites et également des cédrats, c'était qu'elle était adaptée au pédoclimat corse et notamment au climat. C'est-à-dire que la clémentine est récoltée avant les premières gelées, avant surtout les gelées de l'hiver. Et pour une production plutôt intensive, vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir toute une production anéantie. Ce n'est pas les arbres qui allaient être anéantis, mais c'est les fruits qui allaient geler au niveau des arbres et ne pas pouvoir récolter. Ce qui pouvait arriver en fait sur les orangers dans des jardins, dans des terrasses, mais comme c'était encore des cultures minoritaires ou pas de gros intérêt économique, on n'en tenait pas compte. Mais voilà pourquoi le clémentinier a été choisi. Une autre raison, c'est parce que le fait qu'il n'ait pas de pépins a pris les devants sur sa mère, qui est la clémentine. Pardon, la mandarine, autant pour moi, excusez-moi. Donc l'aire de répartition des agrumes, donc on dit que les agrumes sont cultivés entre le 40e parallèle nord et le 40e parallèle sud. Donc vous voyez qu'en Corse, on est vraiment à la limite de la culture des agrumes, donc on est tout au nord, donc on est en fait dans une région, on va dire, un peu froide pour cultiver des agrumes, c'est ce que je viens de vous dire auparavant, et on cultive en fait des agrumes dans des régions qui sont beaucoup plus chaudes. Là, je vous mets une photo de culture d'agrumes en Arabie Saoudite, en plein désert, où les températures donc, dans l'année peuvent fluctuer de 5 degrés l'hiver à 45 degrés l'été. C'est des moyennes, ça veut dire qu'on monte bien au-delà de 45 degrés et on cultive des agrumes. Tout ça pour vous dire que les préoccupations, si on parle juste de réchauffement climatique pour les agrumes en général, vont être plus préoccupants pour ces pays-là que pour nous ou la Corse, où ça peut être une opportunité. Donc du coup, avec le réchauffement climatique, on va avoir, comme pour le vin, comme l'a montré Jean-Marc, une extension des aires de culture. C'est à la fois une menace pour l'agrumiculture corse, mais également une opportunité. Il faut quand même tenir compte des deux. Je vous présente ici deux extraits de presse qui sont assez récents, 2021 et 2023. La première menace, je vous lis l'article, ou du moins le titre, « Après la Corse, le Roussillon, nouvelle terre de la clémentine ». C'est-à-dire que voilà, maintenant, on cultive de la clémentine sur le pourtour méditerranéen du continent français, c'est-à-dire dans les Pyrénées-Orientales, se font des plantations de clémentine. Donc la clémentine corse, à l'avenir, ne sera sûrement pas la seule clémentine origine France. Il y aura d'autres clémentines et ça pose également des questions de compétitivité. C'est-à-dire qu'à Perpignan, on a un marché-gare. En termes de logistique, de coûts de production, on va avoir une autre compétitivité. Je ne vais pas analyser ce cas de situation, mais c'est pour vous illustrer que voilà, il y a d'autres terres cultivables en France au niveau des agrumes. Mais en fait, il faut aussi le voir comme une opportunité. En Corse, on cultive la clémentine, le pomelo essentiellement. Là, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, mise en place d'IGP en termes d'orange et citron. Ces cultures-là qui n'avaient pas été choisies en 1960 à cause de ces gelées, maintenant sont devenues possibles en Corse, c'est-à-dire qu'avec l'extension de cette zone géographique, la Corse devient encore plus une terre d'agrumes au pluriel, parce qu'on va pouvoir cultiver une plus grande diversité d'agrumes. Donc ça, c'est vraiment une opportunité. Si on revient sur la clémentine de Corse, on observe un peu les mêmes phénomènes que Jean-Marc. En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de parallèles entre la vigne et les agrumes. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les récoltes évoluent avec le changement climatique. Ça va être un premier des impacts du changement climatique sur la clémentine de Corse. La clémentine de Corse est inscrite dans un label IGP. Dans ce label IGP, en fait, on fiche dans le marbre des critères de qualité en termes d'acidité, de sucre, de coloration. Mais sauf que tout autour d'elle, tout autour de la clémentine, en fait, on a un climat en évolution, on a des producteurs qui changent de pratique. Qu'est-ce qu'on observe ? En fait, on a des données, par exemple, depuis des années 60 jusqu'à actuellement, sur l'acidité de la clémentine, on observe une diminution de l'acidité des clémentines. Alors ça ne veut pas dire, il ne faut pas le mal interpréter, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'acidité dans la clémentine, c'est juste, on l'a vu, c'est des cycles physiologiques en fait qui se sont de plus en plus précoces. En fait, on a une maturité qui est de plus en plus précoce.
Et également, on peut avoir en fait un retard de maturité externe en termes de coloration, comme ça a été le cas cette année avec un automne assez doux où les clémentines ont eu du mal à colorer. Ce qui fait qu'en fait, les producteurs ont de moins en moins de temps pour récolter les clémentines. Deux facteurs climatiques sont importants en Corse, on a mis en lumière, qui sont les températures du mois de juin et les précipitations en octobre. En gros, les mauvais scénarios en termes de qualité pour la clémentine, c'est avoir de fortes températures en juin et des fortes précipitations en octobre, ce que l'on observe par contre de plus en plus. Comment ça se visualise? Ça, c'est des données issues de la filière. Vous voyez en abscisse, c'est les semaines de récolte de la clémentine et le tonnage. Et on s'aperçoit, en fait, on démarre quasiment toujours au même moment, parce que en fait, le marché est en demande de clémentine, même s'il n'y a suffisamment pas de clémentine colorée, les producteurs vont toujours en trouver dans leur verger, vont gratter de plus en plus, comme on le dit, ils vont toujours démarrer à peu près au même moment. Par contre, ce que l'on observe, c'est que plus la courbe est foncée, plus on est proche de nos jours, et les courbes les plus claires, en fait, c'est le début des années 2000. Au début des années 2000, on récoltait de la clémentine au moment où je vous parle, c'est-à-dire mi-janvier, voire même début février, comme le montrent ces courbes. Cette année, les dernières récoltes ont eu lieu la semaine 1, c'est-à-dire tout début janvier. Donc peut-être qu'à l'avenir, récolter de la clémentine pour l'avoir sur la table de Noël va devenir de plus en plus difficile. Donc que faire pour la clémentine de Corse? Donc comment s'y adapter? Donc là aussi, on retrouve des moyens d'adaptation qui ont été mis en avant par Jean-Marc sur la vigne. Ça va être de sélectionner des nouvelles variétés de clémentine. Mais sur la clémentine, en fait, on reste sur des variations qui sont très fines. On appelle ça de la sélection clonale, c'est-à-dire que les différentes variétés de clémentine ont très peu de différences génétiques. C'est juste de la mutation, on ne peut pas recréer une nouvelle clémentine, c'est juste des mutations qu'on observe sur un arbre. Donc du coup, on va essayer de chercher des variétés qui sont plus précoces ou plus tardives, justement pour garder ce créneau de production. Et récemment, il y a eu un essai qui a été mis en place depuis au début des années 2000, donc c'est un processus long, on est sur des plantes pérennes. Il y a 2 nouvelles variétés qui ont été sélectionnées par la Réflec, par l'INRA et le CIRAD, en Corse et également par la profession, et qui devraient voir le jour dans des nouvelles plantations ces prochaines années. Donc voilà des premières solutions d'adaptation. Une deuxième solution, c'est d'adapter ces pratiques de récolte et notamment de mieux connaître en fait ce qui se passe à l'intérieur du fruit et notamment de l'acidité. Les producteurs jusqu'à présent avaient peu de regard sur l'intérieur du fruit, récolté uniquement dès qu'il est orange, mais quand il est orange, ça ne veut pas dire que maintenant il y a suffisamment d'acidité. Donc on développe également des outils de prévision de récolte pour que les producteurs puissent récolter les clémentines au bon moment et surtout laisser les vergers qui sont les plus tardifs en fin de saison pour qu'ils puissent récolter des bonnes clémentines en fin de saison. Donc ça, c'est adapter ces pratiques au niveau de la récolte. Et adapter aussi les pratiques culturales au niveau des cultures. Dans nombreux bassins de production où il y a de la culture d'orange, en fait, elle est cultivée sur butte, parce que pendant l'hiver, en fait, dans certaines régions, comme en Sicile ou comme en Israël, c'est des photos que j'ai prises dans ces 2 pays, on cultive sur butte. Comme ça, dès qu'il y a des fortes précipitations, l'eau est facilement drainée et a moins de conséquences sur les fruits et donc sur la qualité. Une autre pratique qui est tout à fait intéressante et qui est expérimentée ici, que l'on expérimente, c'est l'application de stress hydrique. C'est-à-dire qu'on va contraindre le clémentinier, on va lui apporter moins d'eau, donc jusqu'à moins 50% d'eau à partir de juillet, et comme ça on arrive à augmenter la teneur en acide, c'est-à-dire à retarder sa maturité pour essayer de rendre un peu plus tardive la clémentine. Vous l'aurez compris, c'est d'essayer d'avoir de la clémentine qu'on puisse récolter en janvier. On a parlé de la clémentine, mais bon, du coup c'est aussi une opportunité, je vous l'ai dit au début, d'avoir de nouveaux agrumes pour la Corse. J'y reviens pas. Mise en place d'un cahier IGP orange et citron en Corse en cours de construction. Et on a également lancé un programme de sélection participative de nouvelles variétés d'agrumes, justement qui viennent compléter la clémentine et qui arrivent à partir de janvier. Donc voilà, donc ça c'est
un programme qu'on a mis en place depuis 2017. Donc c'est un projet de recherche participative dans lequel est impliqué de nombreux acteurs de la filière que vous pouvez voir ici, aussi bien de l'université, des organisations de producteurs, de l'INRA, de la Chambre d'agriculture, j'en passe et je ne vais pas tous les citer. Et ils ont été impliqués en fait à choisir quelle variété, quels fruits. On leur a fait dégoûter des fruits. Ils ont dit quels fruits ils voulaient tester, ils voulaient voir développer dans la filière. Ensuite, on a planté des arbres chez eux. Comme ça, les producteurs ont pu s'exprimer sur savoir si oui, c'est un arbre qui a un bon comportement chez eux dans leurs différentes conditions et de voir si c'est intéressant. Et tout ça, ça a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, on devrait voir apparaître des premiers vergers pré-commerciaux d'une première variété qui a été implantée pour ensuite avoir une production et voir avec le consommateur, faire des premiers tests de consommateurs. Donc on se prépare déjà à diversifier la clémentine et avoir de nouveaux agrumes pour limiter justement les risques. On est toujours dans le monde des agrumes, c'est bien beau, mais en fait le changement climatique peut apporter une grosse menace, que ce soit la clémentine, l'orange, le pomelo ou toutes ces nouvelles variétés qu'on introduit. C'est la menace du Huanglongbing, le HLB, excusez-moi, sur l'agrumiculture corse. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais si je vous parle de Xylella, je pense que dans beaucoup de têtes, ça parle. Ça a dû poser pas mal de soucis à nombreux d'entre vous ou intéressés de par toute la presse qui a pu se faire sur ce sujet. Mais en fait, les agrumes, c'est une autre maladie, c'est le HLB, qui fait des ravages vraiment dans le monde, en Floride, au Brésil, qui font des pertes économiques qui sont considérables. En fait, c'est une bactérie associée à un psylle, et qui a transféré, en fait, cette bactérie est transférée aux arbres et qui, au bout de 5 ans, meurt. Il n'y a aucun traitement actuel, si ce n'est que passer des insecticides tous les 10 jours pendant le cycle végétatif. Je vous dis que c'est infaisable ici en France, d'une part réglementairement et d'autre part pour l'image de la Corse. Donc l'arrivée de cette maladie serait un vrai ravage pour l'agrumiculture en général corse, que ce soit les cédrales, les pomelos, l'orange ou la clémentine ou tout ce sur lesquels les variétés sur lesquelles on est en train de travailler. Quelques chiffres, c'est 175 producteurs en Corse, plus de 2000 emplois, un peu plus de 1600 hectares, ça ne fait qu'augmenter. 30 000 tonnes de production pour la clémentine, à peu près 80 millions d'euros. Donc un impact économique qui est non négligeable. Alors actuellement, ce n'est pas trop une préoccupation. Donc ça, c'est les zones rouges, c'est les zones où peut s'installer le psylle et donc où la maladie peut être transmise. Dans un climat actuel, on va dire qu'on a à peu près 15 à 20% des vergers qui peuvent être atteints par ce psylle. Bon, pas trop préoccupant, mais lorsqu'on se projette, donc ça c'est les projections qu'on a modélisées, donc en 2040, en prenant le scénario que finalement tout le monde a pris, qui est de plus de 2 degrés à l'horizon 2050, je vois qu'on s'est raccordé sans vraiment se consulter avant. Là on voit qu'on a à peu près 75% des vergers en 2040 qui peuvent être atteints, donc forcément, si on va au-delà, on a tous les vergers qui peuvent être atteints, c'est-à-dire que la Corse peut accueillir cette maladie et faire des ravages sur toute l'agrumiculture. Donc on peut voir en fait l'agrumiculture disparaître vis-à-vis de cette maladie. C'est un scénario qui est plausible. Laurent, il te reste 5 minutes. Très bien, je vais essayer d'accélérer. Donc si on va plus loin, pourquoi? Donc du coup on s'imagine une Corse où l'agrume devient impossible. Et bien, pourquoi pas s'orienter vers des cultures tropicales. Voilà, avec le réchauffement climatique, on peut se dire au revoir à l'agrume parce qu'il y a une maladie qui a fait des ravages. Pourquoi pas des cultures tropicales? Donc j'ai mis le renouveau de l'avocat en Corse. On voit des plantations d'avocats naître, mais en fait les avocats existaient bien avant ces plantations actuelles en Corse. Il y a eu même des collections qui ont été menées à l'INRA et même des initiatives par les producteurs de faire de l'avocat. Mais ça a été un échec à cause d'une maladie qui était le Phytophthora, maladie du sol. Mais depuis, on a des porte-greffes qui sont résistants, tolérants et repermettent un renouveau de la culture de l'avocat en Corse. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître ces nouvelles productions. Et aussi, on a des initiatives individuelles d'agriculteurs, pas forcément d'agrumiculteurs, mais d'agriculteurs au sens large dans la plaine orientale, qui se mettent à planter des essais de mangue et de litchi pour voir si ça s'adapte au pétoclimat corse. Donc ces nouvelles cultures tropicales peuvent apporter un avantage économique, c'est-à-dire qu'on reste, comme Amable Testu disait, c'est des fruits récoltés à maturité et pour servir des circuits courts, donc avoir des filières qui sont sur de la qualité gustative au lieu d'importer des fruits qui viennent
qui font le tour du monde et qui du coup ne sont pas récoltés forcément à maturité. Et du coup, ça devient aussi un avantage environnemental, puisqu'on va réduire, pour diversifier l'offre alimentaire que l'on connaît actuellement dans nos pays, de réduire l'impact environnemental lié à l'importation de ces produits, puisqu'ils sont produits un peu plus proches de chez nous, voire même chez nous. C'est le cas en fait de ce qui s'est fait en Sicile, où en fait il y a eu une crise sur le citron, une crise plutôt économique, où ils ont arraché des citronniers et ils ont planté des avocatiers au pied de l'Etna. Mais ça pose une grosse question, tout ça, que ce soit l'agrume ou que ce soit ces cultures nouvelles un peu tropicales, se pose la question de l'eau. Moi, j'en ai fait qu'une seule diapo, mais je pense que ça mérite vraiment toute sa place et même une vraie conférence de débat au niveau de l'eau dans Corse, qui pour moi est un vrai défi. Donc, pour moi, je vais un peu bâcler cette question-là, mais qui mérite vraiment de s'y intéresser par les acteurs de la gestion de l'eau et des usages. On voit que l'eau est une ressource vraiment importante pour l'agriculture insulaire, que ce soit pour l'agrumiculture, pour ces futures cultures tropicales si on voit le jour, pour la vigne, on voit qu'elle est de plus en plus irriguée, sur les fourrages qui se développent en Corse pour l'élevage local, pour le maraîchage, pour les fruits d'été, j'en passe. L'agriculture a besoin d'eau. Quand on reste au niveau de l'agriculture, on peut faire des adaptations, là aussi, développer du goutte à goutte en agriculture. Donc ça, c'est une pratique qui est en train de progresser, même s'il y a des réticences. Dans de nombreuses régions agrumicoles dans le monde, on irrigue au goutte à goutte. En Corse, ce n'est pas encore une généralité, il y a encore des réticences, mais la transition est en train de se faire, je pense. Depuis quelques années, on équipe les vergers de sondes capacitives pour le raisonnement des irrigations. Avant, l'agriculteur ouvrait sa vanne, faisait son tour d'eau, la refermait, ne s'intéressait pas vraiment s'il y avait suffisamment d'eau dans le sol ou pas. Là, on est en train d'équiper et ça devient quasiment une pratique courante en agrumes, où on a des sondes capacitives et qui permettent de mieux raisonner les irrigations en fonction du stock d'eau qu'on a dans le sol. Et se développe aussi, on les teste nous, des outils de pilotage des irrigations, où là on va essayer de regarder un peu plus sur la plante pour savoir si elle a vraiment besoin d'eau ou pas. Donc voilà, donc il y a tout plein de technologies qui se développent dans ce sens. Comme l'a dit Jean-Marc, c'est utiliser des ressources génétiques plus tolérantes au stress hydrique. Et là, nous, on travaille sur la partie porte-greffe. On va essayer de garder nos variétés, c'est peut-être le cas dans les cépages. Les viticulteurs veulent garder du merlot et veulent pas peut-être forcément changer de cépage. Mais nous, on travaille sur les porte-greffes un peu plus tolérants au stress hydrique et voire même au HLB, puisqu'on collabore avec des zones de production où il y a le HLB. Et des premières plantations chez les producteurs de nouveaux porte-greffes sont prévues pour 2024, toujours dans une démarche participative où on met des vergers chez les producteurs. Et pourquoi pas, lorsqu'on regarde à l'échelle territoriale, de développer un projet, alors peut-être que c'est déjà le cas, je ne connais pas vraiment l'état de la question en Corse, mais avoir un projet de territoire pour la gestion de l'eau, parce que c'est un bien commun, c'est un bien collectif, et d'avoir peut-être une démarche prospective de scénarisation pour regarder quels sont les véritables besoins, les usages et les ressources au sein d'un territoire et aboutir à un plan d'action. Vous l'aurez compris, l'eau est un vrai défi pour la Corse et mérite toute sa place dans un débat prospectif tel que vous menez pour la Corse. Dernière minute, très rapide. Une part importante, c'est la transition écologique et numérique qui, pour moi, sont des leviers importants pour agir aussi sur le climat. On parle d'agroécologie. Pourquoi pas diversifier et associer les cultures. On voit dans d'autres pays au Mexique où on associe notamment sur des jeunes plantations des agrumes et du maïs, deux cultures qui ont besoin d'eau, on les met sur une même parcelle, on fait des économies d'eau, on participe également au stockage du carbone. On a également des associations maraîchage et agrumes en Arabie Saoudite. L'intégration également du numérique, on l'a dit, des capteurs qui se développent pour mieux raisonner les irrigations. Chez nous, on teste des robots faucheurs autonomes, c'est-à-dire qu'on a des panneaux solaires qui les alimentent en électricité et qui vont faucher l'enherbement. Donc c'est un bilan carbone vraiment réduit puisqu'on ne passe plus de tracteurs ou beaucoup moins de tracteurs pour faucher. Donc voilà, toutes ces nouvelles technologies sont en cours de développement et peuvent être justement intéressantes pour s'adapter et agir sur le climat. Et une dernière diapo, je le mets sur la fin.
mais on a mené entre 2017 et 2018 donc une prospective sur l'agrumiculture corse à l'horizon 2040. Donc il y a maintenant bientôt 10 ans qu'on a fait ce travail-là, où on a réuni un groupe de 16 experts, acteurs sociaux et professionnels, des acteurs de la filière, du monde de la recherche, du développement, de la pluie. On a fait 15 ateliers prospectifs d'un jour, donc c'est un travail conséquent, c'est-à-dire 15 journées pleines, où on a abouti à 5 scénarios. Donc là, je vous le mets là, mais si vous êtes vraiment intéressé par ce travail-là, c'est-à-dire qu'on a des scénarios d'avenir de la filière qui peuvent vous aider, vous, à scénariser. Donc il y a un livrable de 8 pages, donc c'est facile à lire. Et si vous avez vraiment la flemme de lire les 8 pages, je vous conseille surtout de lire la dernière page, en fait, parce qu'on a mis en débat ces scénarios auprès des acteurs et on a des recommandations. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais 8 pages, je pense que ça peut facilement se lire. Voilà, merci de votre attention, quelques ouvrages intéressants. Merci beaucoup, Laurent. Impeccable. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à la salle, hein, puisque l'idée, c'est bien que tant qu'on a tout ce beau monde sous la main, on puisse répondre aux questions. C'est Hugo qui va se charger. Donc, je vois déjà une première main se lever, madame. Ah, c'est pas une question, c'est quoi alors? C'est un commentaire? Comment on peut revoir toutes les diapos? Ah, voilà. Bon, alors ça, c'est peut-être Hugo qui peut répondre. On mettra toutes les diapos sur le site de l'Assemblée. Il y a un onglet Corsica Prospective qui est dédié. Il y aura les diapos et il y aura aussi la vidéo, puisque tout est filmé. Voilà. Donc, rassurez-vous, c'est prévu. Le matériau sera disponible pour l'ensemble des participants. Allez-y, monsieur. Jean-Marc Ambrosiani. Vous pouvez vous présenter brièvement. Oui, bonjour, Jean-Marc Ambrosiani, directeur de l'ADEME, ici à vos côtés. Merci à tous pour ces présentations très, très pédagogiques, en même temps que parfois elles font un petit peu peur. Donc c'est intéressant en tous les cas d'oser regarder le futur ensemble, et c'est une bonne chose. Moi, je voulais surtout partager aussi avec les acteurs qui sont là, qui soient économiques ou qui soient responsables dans des collectivités. On est à vos côtés aussi pour vous aider à travailler, à prendre en charge les démarches. Pour les collectivités, par exemple, on a des méthodes d'évaluation d'une trajectoire d'adaptation à l'ADEME qu'on met à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour aller les chercher. Pour les entreprises, très, très, très factuellement, là, en ce moment, on soutient une action du côté d'Ajaccio de l'association EMAO qui organise une résidence d'accélération pour des entreprises qui veulent transformer leur modèle pour s'adapter ou pour affronter l'atténuation ou pour améliorer l'atténuation. Donc on cherche des entreprises en Corse et bien sûr nous à l'ADEME on est avec eux. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, vous n'hésiterez pas à les pousser vers cette association EMAO ou vers nous. On les emmènera avec nous. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? On a été tellement précis que c'est pas la peine. Ah si, quand même. Allez-y. Jacques Caravac, Kidam. On n'a pas beaucoup parlé de la chaleur et de la sécheresse. Il y a un risque qui, pour moi, me semble quand même le risque principal, puisqu'on en subit déjà largement les conséquences, c'est l'élévation du niveau de la mer. Si ma mémoire est bonne, la plupart des cultures de vignes et d'agrumes ne sont pas situées à des altitudes très élevées. On sait qu'on est là sur la plaine, sur des altitudes qui sont entre 8 et 10 mètres, et c'est là qu'on va trouver principalement, notamment dans l'embouchure du Golo, pas mal d'exploitations agricoles. Comment on va gérer cette évolution-là? Parce que la chaleur, j'ai vu qu'on arrivait à s'adapter finalement pas trop mal. La sécheresse, on peut effectivement imaginer s'adapter à ça, mais le niveau de montée des eaux de la mer et le nouveau dessin du trait de côte, parce qu'on va avoir un nouveau dessin de trait de côte, je ne vois pas où ça apparaît et comment le risque est pris en compte. Juste peut-être un chiffre sur la Méditerranée, effectivement. Alors depuis les mesures satellites, comme ça on s'affranchit des éventuelles erreurs des marégraphes, on est à 2,4 mm par an. Non, mais justement, actuellement le taux est 2,4 mm par an. Effectivement, comme l'a dit Sophie, suivant les scénarios qui seront choisis,
s'il y aura une accélération ou une stabilité. Donc les chiffres, c'est qu'à l'horizon 2050, on serait à peu près à 20 cm d'élévation du niveau de la mer Méditerranée. Alors après, malheureusement, autant sur l'atmosphère, il y a peu d'inertie, c'est-à-dire que si on arrêtait immédiatement les émissions de gaz à effet de serre, très rapidement la température stabiliserait, autant sur la mer, il y a une grosse inertie. C'est-à-dire que même si on arrêtait maintenant les émissions de gaz à effet de serre, elles continueraient à monter. Alors la réponse après, effectivement, si les terres où sont plantées les vignes sont submergées par la mer, je pense qu'il n'y en a pas. En fait, il faut sans doute réfléchir à des stratégies de recul. Voilà. Juste plus le fait qu'il y a la salinisation éventuellement de l'eau qui est aussi un problème, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas submersion, le fait aussi que les eaux souterraines soient salinisées pose des vraies difficultés. D'ailleurs, juste pour compléter, actuellement déjà, il y a un risque lors des sécheresses de biseaux salés dans l'alimentation. Donc effectivement, l'élévation du niveau de la mer va augmenter aussi ce risque évoqué par Sophie. Oui, voilà, donc je pense que c'est assez clair. Il y a beaucoup de réponses qui sont apportées aujourd'hui, monsieur. Enfin, si vous avez l'air d'être beaucoup plus expert, en fait. Mais sachez simplement que la question de la salinité, ça fait partie aussi des questions de porte-greffe. Hein. Il y a également des questions de sensibilité à la salinité. Et puis le trait de côte, vous avez parfaitement raison, c'est une conséquence majeure. Mais encore une fois, il va falloir probablement bouger. Il y a des endroits où les activités humaines ne pourront pas rester là où elles sont. On le sait aujourd'hui, c'est très clair. Voilà. Juste pour dire qu'à INRAE, on a notre conservatoire des vignes à Vassal à côté de Sète, à 1 mètre à peu près de niveau de la mer, et on déménage. On a un plan de déménagement, de délocalisation totale de tout ce conservatoire dans un autre lieu. Donc c'est des stratégies de ce type-là qu'il faut faire. On ne peut pas... Oui, de toute façon, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais contre l'élévation du niveau de la mer et l'érosion du trait de côte, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, la première interpellation que j'ai eue en tant que présidente de l'Assemblée de Corse, c'est une tempête au mois de novembre, pas exceptionnelle, hein. C'était novembre 2016, tempête sur la plaine orientale, gros coup de mer, gros coup de vent, ok, très bien. Des campings et il n'y avait pas de touristes, heureusement, mais des campings et des salles à manger, et des réceptions et des salons, des salles de petit déjeuner, plus précisément d'hôtels, complètement inondées. Premier appel que j'ai, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Je veux dire, on ne peut pas remettre du sable, on ne peut pas faire des murs, on ne peut pas... Voilà, c'est comme ça, c'est les activités qui vont forcément évoluer. On peut quand même dire une chose, c'est qu'il y a un déficit d'anticipation sur ces questions-là, hein, puisqu'il y a des zones qui sont connues pour être inondables et qui ont quand même été aménagées. Hein, voilà. On peut... Ah, mais ça, bien sûr. Mais attendez, mais c'est évident. Mais c'est pas cette question-là. Le trait de côte, c'est pas les cultures en terrasse. Non. J'ai une autre question là devant, Hugo, s'il te plaît. Voilà. André Thor. Merci. Oui, bonjour André Thor, président du Centre INRAE de Corse. Moi, j'avais une question relative à la Corse, puisqu'on a vu des adaptations climatiques, on a vu des choses sur les plantes, mais on est dans une situation en Corse où les populations urbaines sont de plus en plus importantes, avec en particulier 2 agglomérations de Bastia, du Grand Ajaccio, je dirais. Quelle peut être la contribution justement de notre expertise, de nos capacités sur les plantes, peut-être sur les animaux, mais en tout cas pour rafraîchir les villes, à partir du moment où on voit que dans des villes comme Paris ou autres, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Est-ce que nous-mêmes, on pourrait faire ça sur des villes où on n'a pas tant d'arbres que ça ? Alors, je veux bien apporter la réponse, mais c'est la réponse du seul non-corse quasiment. C'est une très bonne question. Nous, on a un laboratoire botanique aussi au sein de la ville de Paris. On a un jardin botanique comme beaucoup de grandes villes qui
d'ailleurs à beaucoup de semences qui ne sont pas du tout liées à notre territoire. Et c'est aussi ça aussi qui est intéressant, c'est d'étudier quelles sont les espèces où il y a toujours un combat, entre autres, et par exemple sur la biodiversité, entre les espèces endémiques ou autochtones, comme c'était cité, et de savoir si on reste toujours sur ce côté un peu régionaliste nécessaire pour maintenir une partie de la diversité, ou si on anticipe, par exemple, et je ne sais pas, je dis volontairement peut-être des bêtises pour la Corse, est-ce qu'on anticipe des espèces, par exemple, siciliennes ou maltaises, qui puissent mieux s'adapter dans le futur? C'est des grandes discussions, par exemple, que nous, on a dans des réseaux de villes plus classiques dans les grandes villes, et une discussion que j'ai eue récemment avec le Centre Jeunesse qui me dit, moi, dans tous les cas, maintenant, il n'y a quasiment plus que le cactus qu'on peut planter. On n'a pas assez de ressources en eau. Mais c'est bien, en revanche, la nécessité de combiner tous les paramètres. C'est-à-dire pas uniquement, par exemple, nous, on a un paramètre d'urgence de créer de l'ombrage dans la ville pour protéger des fortes chaleurs, parce qu'en plus, on a un urbanisme qui provoque cet îlot de chaleur. Mais pour pouvoir trouver de l'ombrage, il faut combiner le facteur eau, le facteur croissance, le facteur, nous, résistant, pollution aussi, disponibilité du sol, vous, peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, une partie de salinité, une partie de vent supérieur à ce que nous, on a, par exemple, à Paris. Et donc là, il faut arriver à combiner tout ça et mettre tout le monde autour de la table. En revanche, dans un cadre de temps assez rapide, parce qu'on est au bout de la seringue et il faut et c'est là qu'on a besoin d'une combinaison de travail entre collectivité, labo, recherche, université, et à un moment donné, aussi l'entreprise qui puisse prendre le relais pour la massification et l'industrialisation des solutions, quoi. Et ça ne marche pas que pour la végétalisation. Hugo, je pense que... Voilà. On va avoir un éclairage local. Voilà. Je voudrais simplement dire que les choses se font déjà en Corse et que à la ville de Bastia, on a anticipé sur un certain nombre de domaines. Notamment, vous parliez tout à l'heure de la confection des repas, donc en termes de restauration, d'alimentation, on a déjà travaillé depuis assez longtemps sur la possibilité d'acheter bio. Alors, et circuit court. Alors, je préfère circuit court à bio, parce que le bio qui vient du continent, par exemple, ben, il augmente quand même le coût carbone. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à réfléchir à ce niveau-là. Donc, on le fait déjà. On a travaillé aussi sur les îlots de fraîcheur, puisque on a entamé donc la végétalisation d'une cour d'école qui va commencer. Il y en a plusieurs qui sont prévus, et on a un plan qui se fait dans le cadre du Fonds vert et qui est prévu également sur les végétalisations, la création d'îlots de fraîcheur. Je pourrais dire aussi que, en termes de réchauffement climatique, on a préféré à la climatisation et à la clim, eh bien, la mise en place de stores de brise de soleil, mais également des ventilateurs plutôt que des clims, quoi, hein, même si elles sont réversibles. Voilà. Donc sur ça, donc, vous voyez que ça se fait, que c'est. Et on a aussi dans le cadre du PLU réservé, donc par exemple, 4 hectares. Voilà. Donc les choses, je pense qu'on en est conscient en Corse, enfin en tout cas, je pense que la collectivité en est consciente. Je pense que si les choses se sont déjà mises en place, donc voilà, ce qui a été fait à Paris, bien évidemment, c'est pas la même échelle, mais je pense que il y a une conscience qui est prise en Corse et qui est réelle. Et donc voilà, donc je vous réponds, c'est vrai, les choses se mettent en place. On est très content, on avait fait organiser dans le cadre du PLU, on avait aussi eu un débat avec la possibilité, enfin, avec des maraîchers. Voilà, donc la possibilité aussi de retravailler en direction donc un peu de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, voilà, même si tout ça est très compliqué, mais je pense que des solutions elles existent, on a déjà commencé à les mettre en place, voilà. Mais simplement pour préciser. Oui, c'est parfait. Y compris les circuits courts et la restauration collective qui sont l'objet de pas mal d'efforts. Donc alors j'ai une question là-bas, allez-y alors. Non mais ce que vous voulez. Rapide alors. Question courte si possible. Je voulais juste partager aussi qu'en termes d'adaptation, et notamment sur les villes, il y a vraiment des questions de mésadaptation qu'il faut absolument éviter. On parle des clims, et c'est vrai que c'est un enjeu, parce qu'il va falloir rafraîchir quand même nos villes. On peut faire tout ce qu'on veut, enfin il faudra qu'on fasse tout ce qu'on peut pour atténuer le changement climatique, mais de toute façon, le changement, comme vous venez de nous le partager, il est là, il va continuer à changer, les températures vont augmenter, le confort, voire la santé des habitants de nos villes va être touché. Pour ça, il va falloir rafraîchir.
pour rafraîchir, la pire des solutions, ça serait de passer en tout électrique avec des pompes à chaleur sur les balcons, avec l'effet îlot de chaleur, etc. Et là, au niveau des collectivités, il y a un enjeu énorme à prendre les bonnes décisions structurantes, lourdes en termes d'investissement, mais qu'il faut engager le plus vite possible maintenant, pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on ait les solutions de type réseau de chaleur, rafraîchissement, et avec le moins possible de consommation d'énergie, bien sûr. Très bien, merci. Hugo, il y a Christian Nové là, qui a demandé la parole. Là. Et puis j'espère peut-être que quelques viticulteurs ou agrumiculteurs de la salle pourraient éventuellement se manifester. Alors, bonjour, Christian Nové, là où les ventes, que je représente les associations de défense de l'environnement au sein du Conseil économique et social. Et on se bat avec François et d'autres pour que dans chaque politique publique soit intégrée la transition écologique, y compris le dérèglement climatique. Ce qui n'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Il y a un grand travail qui est fait au niveau des scientifiques et c'est très difficile de trouver le lien avec les politiques publiques. Bon, c'est pas facile, c'est sûr. Hein. Bon, par exemple, il faudrait un changement d'économie. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas facile. Alors, et quand même, je vais revenir sur une notion qui me paraît fondamentale, qui a été énoncée par la première intervenante, qui nous dit que changement climatique causé par les activités humaines. Or, pour le moment, j'allais dire que c'est pas une notion qui est intégrée. Il y a pas mal de climato-sceptiques dans le monde qui sont très bien organisés là-dessus, qui disent à peu près le contraire. Et donc, peut-être qu'au niveau des politiques, il commence à y avoir une prise de conscience, mais au niveau de la population, non, quoi. Et donc, il y a un travail à faire énorme de vulgarisation et d'information au niveau de la population. Alors, madame, tout à l'heure, a posé le problème des documents d'urbanisme. Voilà, c'est un problème d'aménagement du territoire. En Corse, la moitié des communes n'a pas de documents d'urbanisme, il y a une autre moitié qui n'est pas conforme au PADUC, en compatibilité avec le PADUC. Donc, dans les aménagements du territoire, c'est là où on peut prévoir dans les communes, etc., et mettre en place toutes les solutions qui apparaissent déjà pour essayer de diminuer ces effets-là au niveau qui sont déjà très palpables. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, je voudrais dire que c'est bien qu'on parle d'agriculture aujourd'hui. C'est un peu dû aussi à François, mais il y a quand même on va vers une autonomie alimentaire. Autonomie, c'est un bien grand mot, en 2050. Or, ce qu'on voit, c'est que les catastrophes naturelles qui se succèdent, par exemple, là, on voit de plus en plus de vent, et donc les bateaux qui ne partent pas ou qui sont retardés, les avions, on voit aussi des phénomènes climatiques, etc. Ça veut dire qu'un jour, peut-être que la Corse sera isolée pendant quelques jours, et même une semaine et plus, de toute alimentation, puisqu'on dépend de l'extérieur. C'est pour ça que là, il y a urgence au niveau de l'agriculture à s'adapter et même à développer toute une agriculture qui serait une agriculture nourricière. Et ça me semble un des contextes les plus importants, parce qu'avec le dérèglement climatique, là, je crois que les risques de non-approvisionnement de la Corse sont doublés. Enfin, on a parlé de projet de société tout à l'heure, c'est vrai, c'est un projet de société. En Corse, il existe un PADUC. Et le PADUC va être révisé. Il serait souhaitable, il est en train d'être, que dans chaque chapitre du PADUC, on retrouve la transition écologique et peut-être des solutions, en tous les cas, une recherche vers trouver des solutions à ce changement des règlements climatiques qui maintenant est prégnant sur la Corse et qui parfois est négligé. Je veux dire que, bon, par exemple, on a vu des vagues de submersion, on a vu des catastrophes au bord dans le littoral, eh bien, on va reconstruire au même endroit. Bon, voilà. Donc, il y a des problèmes qui sont prégnants, qui sont des problèmes politiques. Hein. La collectivité de Corse travaille là-dessus. Il y a un labo, on vient de le dire. C'est évident. Mais ensuite, je crois qu'il y a le lien entre les scientifiques. Alors, on l'a vu à Paris, ça marche bien. Et le fait de trouver des solutions au niveau politique et même de les faire comprendre à la population, aux communautés de communes, etc., c'est quand même un exercice très difficile. Ok. Merci, Christian. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur... Voilà, derrière, je vois. Sébastien.
Bonjour, Sébastien Simoni. J'ai une question pour Monsieur Julien. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur les agrumes. Et en revanche, sur la partie, je dirais, de la menace. Parce que vous montrez que la Corse était quasiment dans la limite nord, quoi. Et comment il gère en fait cette menace je veux dire, c'est un facteur qui est lié à la chaleur. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans votre présentation, c'est qu'en fait, plus la chaleur augmente, plus la menace augmente. Je voulais savoir comment il gère en Arabie Saoudite, par exemple, cette menace. Pour la Corse, c'est une menace parce qu'il y a d'autres régions en France qui vont venir concurrencer. Mais pour la culture des agrumes, c'est plutôt une opportunité pour la Corse. Ouais, non, mais je parlais de la maladie dont vous parliez. Pardon, ok. Moi, j'ai parlé un peu loin du micro. La maladie dans laquelle, qui menace la plupart des bassins de production, qui fait des ravages en Floride et au Brésil, il n'y a aucun moyen de lutte. En fait, il en existe deux moyens de lutte. C'est de traiter tous les 11 à 15 jours. Donc c'est une vérité. C'est ce qui a été fait en Floride et ce qui continue à être fait en Floride. Ce qui ne peut pas être fait ici contre l'insecte vecteur, excusez-moi, qui transmet la maladie. Et une autre solution qui a été mise en place au Brésil, c'est dès qu'on a un arbre contaminé, un peu comme on a eu un peu au début ici de la Xylella en Corse, c'est-à-dire qu'on va arracher les arbres et avoir des zones autour de tampons où on va également arracher tous les agrumes et replanter. Ça a été efficace, sauf que là, ils s'aperçoivent que ça n'est toujours pas efficace, ils ont du mal à lutter. Et là, ils remettent en place des cultures d'agrumes au Brésil dans des zones où il n'y avait pas du tout d'agrumes. Donc, le pays est grand, eux, ils sont en train de délocaliser en fait les cultures d'agrumes. Mais derrière, avec des impacts économiques qui sont très 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 importants. Donc actuellement, on n'a aucun moyen de lutte durable vis-à-vis de cette maladie. C'est le gros challenge de la recherche, mais pas qu'à San Julián, surtout dans le monde. Voilà. Il y a une question. Attendez, le micro. Moi, j'ai pas compris où est-ce qu'elle était présente, cette méchante bête. En fait, elle est présente dans tous les bassins de production dans le monde, sauf le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que tout le bassin méditerranéen, pour l'instant, n'a pas été détecté la maladie. À part que les deux psylvecteurs, il est en train d'arriver Portugal-Espagne, d'un côté de la Méditerranée, et de l'autre côté, Chypre, où on a les deux vecteurs. La Corse est au milieu. Donc un jour ou l'autre, les vecteurs, c'est plus difficile de lutter contre un vecteur. Ils ont des moyens de voyager qui sont plus faciles et de contrôle pour nous plus difficiles. Ce qui va être par contre important à lutter et à éviter l'entrée, c'est la bactérie. Et la bactérie ne peut être contenue que dans un plan. Et là, c'est toutes les politiques en fait, d'introduction de matériel végétal en Corse. C'est des débats qui ont eu lieu sur les oliviers et sur Xylella. C'est exactement le même phénomène qui va se poser vis-à-vis du HLB le jour où il se rapprochera de la Corse. Y a-t-il des demandes rentrées? Oui, là-bas derrière. Merci Pierre Accoy. Bonjour, Pierre Acquavive, vigneron donc en Corse, et très préoccupé par la problématique du réchauffement climatique. Je fais partie des gens qui cherchent un peu des solutions à ce jour et qui essayent d'innover, notamment par la plantation de vignes en altitude. Monsieur évoquait la vigne et le fait de remonter sur des terrasses. Alors oui, nous le faisons. Pour une part, il y a quand même un obstacle majeur à cela, c'est que ça coûte juste 3 fois plus cher que de le faire en bas, et que donc forcément ça aurait une incidence sur le prix des produits à l'arrivée. Ça a aussi une autre incidence, indirecte, pas toujours entrevue, mais c'est qu'on émet beaucoup plus de carbone, parce que c'est plus loin, parce que c'est plus compliqué, et que du coup, parfois on se mord un peu la queue. On a le sentiment de se mordre la queue. Moi, ma question était, je suis aussi un des responsables de la filière viticole pour la Corse, et je siège à ce titre dans des instances au niveau national, l'INAO, la CNAOC, etc. Et je trouve que la prise de conscience de la filière viticole en général, en Corse, ça vaut localement, mais aussi au niveau national, la prise de conscience vis-à-vis de cette problématique me paraît pas du tout à la hauteur des enjeux.
On sent la menace. On sent la menace, on voit nos vignobles qui produisent de moins en moins. On voit aussi qu'on a de plus en plus de mortalité dans nos productions. Et je trouve la réponse aujourd'hui, l'implication, le niveau d'implication des professionnels, pas à la hauteur des enjeux. Alors, je vous interroge, parce que vous travaillez sur cette problématique, pour savoir quel est votre sentiment, vous qui êtes au contact du terrain, vis-à-vis de cette question. Alors, je vais dire oui, la prise en compte de l'enjeu climatique pourrait être davantage le fait à tous les échelons, notamment dans certains vignobles. Il y a certains vignobles, y compris. C'est-à-dire que les impacts sont un peu différents. En Val-de-Loire, c'est plutôt la question du gel. En Languedoc, c'est la question de l'eau. En Champagne, c'est les maladies. En Bordeaux, voilà, on a des questions un petit peu différentes. Donc les gens ne sont pas positionnés forcément sur les mêmes enjeux. Mais, donc oui, la prise de conscience pourrait être plus forte. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble de l'agriculture, malgré tout, c'est la filière dans laquelle les acteurs et leurs représentants professionnels pour la plupart, ont quand même le plus tôt pris en compte cette question. Parce que le changement climatique... Non, mais de fait, il y a des filières où c'est absolument absent. Enfin, ou alors, il y a une solution unique, on irrigue, ou je sais pas. Là, il y a quand même une prise de conscience diffuse, je pense, qui pourrait s'accélérer. Et la meilleure manière d'y contribuer, c'est... vous, moi comme chercheur, des collègues, qu'on continue à arpenter, à faire des conférences, même en Corse, et à mettre en avant cet enjeu, quoi. Mais moi, je vous le dis, dans le paysage de l'ensemble des filières agricoles, au niveau national, c'est la première filière qui a quand même construit une stratégie. C'est la première filière dans laquelle... Sur la révision des cahiers des charges, on a commencé à prendre en compte, par exemple, la possibilité d'introduire des cépages à des fins d'adaptation. Voilà. Ça avance pas assez vite, mais c'est quand même une des filières où ça avance un peu, quoi. Oui, Pierre, je comprends ton impatience et que tu trouves que ça va pas assez vite, bien sûr. Mais moi, je trouve que organiser cette manifestation aujourd'hui, c'est précisément, ça va dans le sens d'une prise de conscience, d'une sensibilisation et peut-être aussi d'une mobilisation un peu large. Alors, il y a, voilà, à différentes échelles, y compris citoyennes, hein, mais également professionnelles et politiques. Les politiques publiques ne vont pas assez vite, on est bien d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ton constat. Hein. Je pense qu'on n'a pas encore pris complètement conscience de l'ampleur des changements auxquels on va être confronté. Voilà. Pour compléter, j'ai quand même des indicateurs. On avait fait des enquêtes auprès des viticulteurs en 2013-14, et puis on a refait à peu près 4-5 ans après. En 2013-14, il y a à peu près un tiers de climato-sceptiques chez les viticulteurs. Ils disaient il n'y a pas de changement climatique, c'est la variation de la météo, du climat, etc. Un tiers qui était déjà convaincu, un tiers c'est pas. Et quand on a refait les enquêtes en 2018 ou 2017, ça avait complètement basculé. Les 3/4 des viticulteurs disaient non, le changement climatique il est là, il faut faire des choses. Donc ça évolue. C'est une filière où quand même la question, la préoccupation, elle a avancé. Alors que dans d'autres filières, il y a quand même un déni assez clair, je pense, on peut le dire, de tout ça. Et peut-être que la viticulture peut ouvrir le chemin à tout le monde, justement, pour obliger quelque part à cette prise de conscience, quoi, voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui m'était imparti. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ma mission. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Nanette, pour Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée, pour la conclusion. On s'appelle comme ça depuis trop longtemps. Oui, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, qui m'appelle Nanette, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je le dis pour ceux qui arrivent de l'extérieur, pour nos invités, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler Nanette, il n'y a pas de problème, je ne me vexerai pas. Bon, d'abord, je voudrais bien évidemment remercier ces éminents chercheurs de s'être déplacés, d'être venus jusqu'à nous pour nous présenter l'actualité de leurs résultats, bien évidemment, dans une langue qui était tout à fait audible, me semble-t-il, pour tout le monde. Donc, merci beaucoup, parce que je sais vos emplois du temps très chargés. Voilà, que vous agissiez à l'échelle internationale, à l'échelle locale, nationale. Et donc, votre temps est précieux et merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir jusqu'en Corse et d'avoir eu l'amabilité de nous présenter vos résultats.
Si nous nous sommes engagés dans un laboratoire de prospective, c'est justement pour répondre à certaines questions qui ont été posées ici. Et si nous avons voulu le faire au sein de l'Assemblée de Corse, c'est précisément parce que nous voulons que les élus qui sont en responsabilité, lorsqu'ils prennent des décisions en matière d'aménagement du territoire, en matière de tourisme, en matière d'infrastructure, en matière de soutien à l'université, en matière de démographie, de prise en charge de la précarité en Corse, eh bien, d'énergie, eh bien, ils prennent des décisions, ils puissent prendre des décisions de manière éclairée. Et ça, je crois que c'est une première. Et je ne suis pas sûre qu'on fasse ça de partout sur le territoire national et voire des fois en Europe, puisque je suis aussi impliquée au niveau européen. Donc, en tout cas, en Corse, c'est une première et c'est important parce que d'abord, c'est la deuxième conférence que nous faisons. Et il y a autant de monde que la première fois. Je me disais au mois de juillet, bon, les journées sont plus longues. Là, il y a autant de monde et j'en suis vraiment ravie. Et je vous remercie tous, membres de l'assistance, de vous être déplacés, parfois de très loin, puisque je connais certains d'entre vous, ils ne sont pas tous bastiais. Je tiens à préciser que sur ce territoire, c'est compliqué aussi de se déplacer et en cette période de l'année. Pour revenir sur les thématiques qui ont été abordées, d'abord pour moi, évidemment, en tant que responsable politique, mais aussi en tant que chercheur également, puisque vous êtes certains d'entre vous, mes confrères et mes consoeurs, c'est toujours intéressant d'avoir les dernières avancées, pas forcément par presse interposée, sur la réalité de ce que pourra, bien sûr, ce que pourrait être l'élévation des températures et leurs conséquences. Donc ça, c'est très certainement une grande valeur ajoutée de ces différents exposés, de cette rencontre et de ces échanges. C'est important aussi que les citoyens soient là et entendent. Parce que, évidemment, on attend beaucoup des politiques, mais je crois que la prise de conscience en matière écologique, elle commence à l'échelle individuelle. Ça, c'est fondamental. Bien sûr, voilà, on attend beaucoup du politique. Il est là pour montrer la voie, pour trouver des solutions, y compris lorsqu'il n'y a pas de solution. Moi, il me semble qu'il est important que chacun, à titre individuel, en tant que citoyen, se responsabilise par rapport à cette question du changement climatique. Ça commence déjà, nous, par arrêter de vouloir mettre absolument une clim. J'avais un échange hier avec un locataire potentiel. Voilà, donc la première chose à dire, c'est il n'y a pas la clim. Bon, d'accord, bon, non, il n'y aura pas la clim, puisque la clim est quasiment vous me corrigerez, mais un chauffage inversé, hein, puisqu'on chauffe l'extérieur. Bon, donc c'est important que vous soyez là et que vous soyez responsabilisés et que vous puissiez partager ces informations. La deuxième chose, ça ne m'exonère pas et ça ne nous exonère pas, nous, les politiques, il y en a plusieurs dans la salle, des responsabilités que nous avons, de diffusion de l'information, bien sûr, de nécessité dans nos politiques publiques d'avoir une dimension environnementale forte, et concernant le changement climatique en particulier. Alors les choses évoluent, parce que lorsque nous avons été élus, nous, en 2015, et Gilles Simeoni antérieurement à la mairie de Bastia, c'est vrai qu'on était plutôt, non pas sur le changement climatique, mais sur les questions de développement durable. Voilà, et de durabilité de nos actions. Là, on est sur une thématique encore plus précise, qui est le changement climatique, sur lequel, il faut bien le dire, nous avons été collectivement sensibles avec le choc qu'a été cette tempête d'août 2022. Bien évidemment, on avait vu tous les films concernant l'Amérique, etc., etc. Tout le débat qu'il y avait eu sur ce film relatif au changement climatique soudain, aux événements soudains, etc., etc., dont se délecte d'ailleurs souvent Hollywood. Mais indépendamment de ça, le gros choc a été là, et je vois que le représentant de Météo France acquiesce, le gros choc de cet événement soudain, unique en Méditerranée, qui a impacté, non pas toute la Corse d'ailleurs, a impacté Cargèse, a impacté Galéria et a impacté Calvi. Et quand je dis Calvi, c'est Calvi et pas Île-aux-Rousses. Et il se trouve que j'y étais. C'était le 18 août.
Donc, ça, ce fut effectivement un choc et une prise de conscience qui nous a amenés au sein de la collectivité, alors qu'il y avait une politique du développement durable, et en particulier, me concernant, une politique du tourisme durable initiée et votée à travers une feuille de route dès 2016 et 2017. On pourrait en reparler si on avait le temps. Au-delà du tourisme durable, on a compris que là, le changement, c'était maintenant, et ce n'est pas un slogan politique, bien sûr. Le changement, c'était tout de suite, et dès la rentrée, le président de l'exécutif, avec moi-même et les conseillers exécutifs, avons décidé de lancer une stratégie relative à la transition écologique. Il y avait la transition énergétique qui était partie avec le programme pluriannuel sur l'énergie, avec en prévision la transition énergétique dans 10 000 logements, des logements sociaux, mais aussi, quand je dis logements, et ces bâtiments aussi, logements sociaux, mais également toutes les infrastructures, notamment d'éducation, les internats, les lycées, qui sont sous notre autorité, sous notre compétence. Donc, il y avait la politique pluriannuelle de l'énergie, mais il y avait aussi la nécessité là d'une prise de conscience collective, non seulement au-delà de la transition énergétique dans les infrastructures, mais aussi d'accompagnement dans l'agriculture, mais aussi, l'eau a été citée, il y aura un rapport d'ailleurs qui sera présenté à la session prochaine, à la fin du mois, dans une dizaine de jours. Il y avait également la nécessité de comprendre qu'il fallait qu'on travaille sur nos vulnérabilités et nos capacités de résilience. Et je salue d'ailleurs la présence du contrôleur général, colonel Baldassar, qui est en charge de cette mission au sein de la collectivité, avec une journée sur la résilience qui a été organisée entre tous les services, y compris les services de l'État, au mois de novembre dernier. Il y avait aussi la nécessité de prendre en compte, au-delà de l'adaptation, de la réaction à la crise, toute la capacité à anticiper, capacité d'anticipation. Et là, la crise, puisque ça a été le choc, et la crise d'août 2022 a été très instructive. Nous ne pouvions plus communiquer par téléphone. Le village de Galéria a été coupé pendant plusieurs heures jusqu'au soir de toute communication. Lorsqu'on dit on va coordonner les services d'intervention, non, la gendarmerie ne pouvait pas se coordonner avec la Légion étrangère à Calvi. J'étais présente, j'étais dans la salle, la salle de cellule de crise, j'étais au PC crise, il n'y avait plus de communication possible. Donc les messages de tsunami tels qu'on les a eus ce matin par exemple, bon, c'est bien sympathique, mais si les téléphones portables ne marchent plus, si les antennes, parce qu'il y a eu 256 km/h et que les antennes ont lâché, se sont envolées, c'est plus possible non plus. Donc, vous voyez bien que nous avons, avec un rapport qui a été présenté par le président devant l'Assemblée, mis en place un certain nombre d'orientations sur lesquelles nous sommes en train de travailler, bien évidemment, qui doivent nous permettre non seulement de gérer les crises, mais aussi et surtout de faire une politique de fond, de court, de moyen et de long terme. Ensuite, bien évidemment, il y a la question de la formation et du développement du culture du risque. Il y a des pays où il y a des tsunamis. On a vu à La Réunion dernièrement, évidemment, un cyclone. Ils sont habitués à travailler avec ces risques-là, à réagir à ces risques-là. Donc nous aussi, il faudra qu'on apprenne à développer une culture du risque. On connaissait le risque incendie, mais il y aura d'autres types de risques. Il va falloir absolument que la population, et ça fait partie alors de la politique de sensibilisation que doit mettre en œuvre la collectivité avec d'autres partenaires, avec l'université, avec des services de l'État, etc. Il y a véritablement une sensibilisation et un apprentissage du risque dès le plus jeune âge, du risque climatique, bien sûr, et d'événements soudains dès le plus jeune âge. Le soutien à la formation aussi, il passe par des formations adaptées de l'université. Je rappelle que c'est là quand même la collectivité qui finance par une convention tripartite les formations de l'université. Il y a à l'Université de Corse de la recherche sur la transition énergétique, vous le savez, avec Vigneault qui est en pointe là-dessus, mais aussi
Je pense des formations dans le domaine des sciences humaines et sociales qui sont particulièrement importantes, y compris dans des métiers de médiation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux populations comment les choses se passent, ce qui va arriver, et ça c'est un métier à part entière. Et il faudra travailler sur ces questions-là. Évidemment, toutes ces questions, que ce soit d'investissement, d'infrastructure, de sensibilisation, de formation, ne peuvent s'exonérer d'un plan d'aménagement et de développement durable de la Corse qu'est le PADUC, qui sera rénové et mis à jour l'année prochaine, enfin l'année qui arrive, bien évidemment, donc 2024, dans l'année en cours. Et ça, ça sera un élément fondamental. Parce que là où on plantait, peut-être qu'on ne pourra plus planter dans quelques années. Là où on mettait des hôtels, et là où on a construit des hôtels sur la plaine orientale, aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de difficultés d'inondation, de submersion. Dans nos villes, bien évidemment, il faudra qu'on prenne en compte la question des îlots de chaleur et il faudra non seulement planter, mais que planter, ça a été évoqué avec le cas de Paris. Donc, nous avons devant nous, bien évidemment, un cahier des charges qui est très important. La collectivité est engagée là-dessus. Ça ne peut se faire sans les collectivités, les autres collectivités locales, en concertation évidemment avec les services de l'État, en concertation aussi avec l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne finance énormément la transition écologique et que tout cela demandera énormément de moyens. Mais j'ai compris à vous entendre ce soir que vous étiez aussi mobilisés sur ces questions-là. Nous ne manquerons pas dans les semaines et les mois qui viennent à vous informer bien évidemment de ce que nous ferons et de ce qu'aura décidé aussi le laboratoire de prospective où je ne suis pas seule, loin s'en faut, mais accompagnée de personnalités qualifiées. Il y a ici Charles-Henri Philippe qui est arrivé en début de réunion. Il y a également Sébastien Simone qui a posé une question et d'autres experts. Et puis les élus aussi de l'Assemblée qui sont mobilisés autour de ces sujets. Merci à tous. Bon azer, après, je te dis Gourou, et merci encore aux intervenants. A ringrazia a tutti.